Salut Cassandra, merci d'être là aujourd'hui pour parler de ton travail sur les décors de séries d'animation. Pas de Donc souci, on merci à toi. va, avec plaisir, avec plaisir. On va parler à la fois de, je pense, ton parcours, comment est-ce que tu as fait pour arriver sur telle ou telle production. Donc il y a notamment Blue Eye Samurai, Les Mystérieuses Cités d'Or, Foot de rue aussi, j'ai vu dans ton LinkedIn. Et j'aimerais bien faire un petit point aussi, soit pendant, soit à la fin, sur les conseils que tu aurais pour apprendre justement ces métiers-là, s'entraîner à faire du décor, etc., etc. Mais on peut commencer peut-être par un peu ton parcours, le côté études, etc. Comment t'en es arrivé là, quoi. Pas de souci. Alors, du coup, je suis Cassandra Martineau, j'ai 29 ans et je suis sortie d'école en 2016, donc ça fait déjà 8 ans. Ouais, c'est ça, 8 ans. Mm. Alors, en fait, j'ai commencé d'abord par on va dire un bac art plastique, mais bon, c'est pas là que j'ai appris à dessiner, on va être clair. C'est surtout qu'après, j'ai fait une prépa avant d'entrer en école d'animation qui était l'école Pivot à Nantes. Mhm. Et j'ai fait une prépa en fait qui était alors qui n'était pas à la prépa de pivot. C'est ce qui fait aussi que j'ai eu un parcours un peu plus particulier parce que j'ai fait une prépa peinture, mais vraiment peinture quoi. J'ai appris Ouais. la peinture à l'huile, la peinture acrylique, tout ça. J'ai fait vraiment une prépa des techniques traditionnelles. Et donc c'est ce qui fait, je pense, que maintenant j'ai un goût particulier pour les décors et surtout pour la mise en couleur, parce que j'ai développé vraiment une passion peinture et couleur à ce moment-là. Mhm. Et du coup, quand je suis arrivée donc pour passer le concours de l'école Pivot qui est à Nantes, j'avais, on va dire, des points forts et des points faibles qui étaient un peu différents des autres parce que du coup, la plupart des étudiants n'avaient jamais fait de peinture. Enfin, il y en a si, mais c'était assez rare. Et du coup, moi, j'avais beaucoup plus de difficultés pour ce qui est de tout ce qui est personnage, anatomie, des choses comme ça que d'autres élèves n'avaient pas, qui étaient beaucoup plus forts que moi. Mais par contre, ce qui m'a permis de passer le concours et d'entrer à l'école, je pense, c'est vraiment mon goût pour la peinture, enfin pour la couleur, quoi. En gros, où là, j'avais Mhm. vraiment des gros points forts par rapport aux autres élèves. Donc, c'est ce qui m'a fait, on va dire, entrer dans cette école-là. Après, à ce moment-là, j'avais pas encore l'intention de vraiment me spécialiser en décor. Donc j'ai fait la première année de tronc commun qui en gros où pareil on nous apprend un peu tout donc les personnages, l'anatomie, les décors, le storyboard, enfin vraiment toutes les techniques de l'animation en général. Enfin même pas en fait toutes les techniques du dessin en général, c'était même pas encore l'animation. Et c'est après que j'ai choisi le du coup de partir en spécialisation animation 2D. Mhm. Où là j'ai appris plus les techniques d'animation. Donc c'est là que j'ai appris surtout le storyboard, les décors, les personnages, comment faire une composition d'image, comment raconter une histoire. Et ça d'ailleurs, il y a un truc où c'est vrai que c'est intéressant d'en parler, je pense, parce que souvent on part de, on veut faire de l'animation, et ensuite on arrive sur en fait le storyboard ça me plaît, en fait le décor ça me plaît, etc. Toi, t'avais déjà ce truc pour vraiment le dessin, la peinture tradie et tout. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait dire je vais aller dans une école d'anime et pas dans quelque chose de, je sais pas, qui soit plus vers l'illustration, des choses comme ça. Enfin, pourquoi l'anime et pas autre chose? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'école non plus de concept art spécifiquement. Je pense pas que ça existe à part en ligne, Ouais. de choses vraiment qui sont pas liées au fait de faire un film à la fin de l'année. Mais voilà, pourquoi anime et pas illustration? En fait, c'est ce qui m'avait fait aussi choisir l'école Pivot, c'est que quand j'y suis allée, j'étais pas encore sûre que je voulais Ouais, faire de l'animation parce que l'école Pivot, il y avait vraiment des différentes spécialisations après la première année. Donc il y avait illustration, il y avait bande dessinée, il y avait animation, il y avait même décoration intérieure, décor de meubles, etc. ok. Plus architecture. Et alors, je savais que ça allait pas être architecture, mais effectivement, j'hésitais entre illustration et animation. Et c'est vraiment après avoir fait la première année de tronc commun et aussi parce que bon, j'ai toujours une grande passion pour les dessins animés, Hmm. sur tout ce qui est Ghibli évidemment, comme beaucoup je pense dans le milieu, tout ce qui est Disney aussi. J'avais quand même plus envie C'est vrai que pourtant j'avais pas spécialement envie de faire quelque chose qui bouge de l'animation parce que je savais que les personnages c'était pas mon point fort. Mais par contre, faire des décors qui racontent des histoires et surtout avec des choses qui se passent dans le décor, je Hmm. trouvais ça très intéressant en fait. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire partir en spécialisation animation. Après, pareil, à la fin de la première année, même si je savais que j'étais plus à l'aise dans les décors, j'étais pas encore sûre de vouloir faire les décors spécifiquement, mais je savais que je voulais partir plus en animation, 2D surtout. D'autant que les décors, il y a plusieurs métiers dans cette partie-là. Il y a ceux Oui, qui designent les décors, les personnes qui vont cleaner, je crois, les décors, d'autres qui font les couleurs. Peut-être qu'il y a ouais. aussi des gens qui font que la lumière, des choses comme ça. Enfin, c'est assez vaste quand même. Ah oui, oui, complètement. Bah, c'est surtout, oui, en fait, il y a surtout
deux gros secteurs, on va dire, dans le décor. C'est le noir et blanc, le design, comme tu disais, et la mise en couleur, qui est du coup la mise, tout ce que je fais du coup principalement, qui est du coup donner vie au décor, quoi, donner Mhm. l'ambiance au décor. Et bon, je suis toujours plus à l'aise en couleur, mais ça c'est bon à cause de ma prépa peinture du coup. Ce qui est Mais un gros point fort, hein, je pense, parce que oui, je sais que moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, le fait de faire de la peinture, surtout en numérique. Et j'ai un peu appris la peinture tradie à l'école d'art, mais j'ai pas poussé assez pour avoir vraiment le truc de je peins tout le temps à la gouache ou je sais pas quoi. Donc j'ai moins ce truc-là, j'aimerais bien m'y remettre davantage, mais je suis tellement habitué au numérique et j'ai l'impression aussi que le fait de peindre en tradi te donne aussi une sorte de méthode qui est pas exactement la même, mais ah qui oui te oui. permet de dire dans la physique réelle, ça marche comme ça. Et peut-être que ça peut aider à décortiquer et à mettre les bonnes couches, on va dire, étape par étape dans le numérique aussi, à mon Ah oui, avis. complètement, Mm. complètement. Mais vraiment ce qui m'a aidé, oui, à être très à l'aise assez rapidement avec les couleurs, même de trouver les bonnes couleurs qui se complètent, Ouais. tout ça, enfin, qui donnent la bonne ambiance voulue et tout. Comment faire des ambiances de nuit aussi, qui est assez compliqué. Ouais, la peinture m'a vraiment beaucoup aidé pour tout ça. Et on va dire que j'étais pas sûre dès le début que j'allais aller dans les décors, mais j'étais sûre que ça allait avoir un rapport avec la couleur. Mm. Ça, c'est vraiment ce que je voulais. Et donc, ça s'est fait petit à petit, on va dire, au fur et à mesure que je progressais dans les années, quoi. Mais c'est en sortant, ouais, dernière année, oui, c'est ça, c'est dernière année de pivot que, en gros, en fait, il a fallu faire comme beaucoup d'écoles, un court-métrage, Ouais. un court-métrage tout seul pour valider le dossier. Et du coup, là, donc à Pivot, on est tout seul pour faire vraiment le Mm. court-métrage de 2 3 minutes. Donc, tu es obligé de toucher à tout pour le final, donc faire le storyboard, l'animation, les recherches de personnages, les décors, le compositing, le montage. Et c'est là, on va dire, où j'ai vraiment été fixée, où je savais que c'était vraiment les décors, parce que c'est là où j'ai pris le plus de plaisir dans mon film d'animation. Et c'est là aussi où j'étais vraiment le plus à l'aise, quoi. Vraiment, il n'y avait pas photo. Donc Et c'est est-ce que t'as mis en avant justement ça? Est-ce que tu t'es dit, bon, je sais que les persos, c'est pas trop mon truc, donc peut-être faire quelque chose de plus contemplatif ou des choses comme ça. Enfin, est-ce que t'as trouvé un peu une balance, un équilibre pour te dire, mon film il doit représenter ce que je veux faire après finalement? J'ai essayé. Ouais. En tout cas, j'ai fait un film d'animation en gros qui se passe qui se passait dans les parcs aux États-Unis, si tu veux, dans les canyons, tout ça. Donc, oui, je suis vraiment partie sur quelque chose d'un peu contemplatif, de dépaysant et tout, et avec des belles couleurs. C'était très coloré. Mm. Alors, je vais pas dire ambiance Ghibli parce que ce serait un peu prétentieux. J'étais très très loin du niveau Ghibli, mais c'était plein de couleurs, plein de belles ambiances de jour et tout. Et oui, c'est là-dessus que j'ai essayé de me vendre le plus parce que je savais qu'à côté, mon animation, même si j'ai tout donné, je savais que c'est pas là que j'allais réussir à mieux me vendre auprès du jury, quoi. Mm. Mais je pense que je m'en suis bien sortie. Et justement, dans le jury, pour faire un peu le lien après vers mon Ouais. parcours professionnel, il y avait le réalisateur des Mystérieuses Cités d'Or, saison 2 3 4 pas le premier, mais qui avait vu mon film d'animation du coup de fin d'études, qui parlait justement de des canyons, des trucs un peu indiens, tout ça. Donc lui, ça lui a parlé direct. Et c'est celui dans le jury qui avait le plus apprécié mon travail, en fait. Donc, Mm. il y avait déjà eu un petit lien à ce moment-là. C'était vraiment très cool de pouvoir parler avec lui de tout ça, quoi. Donc c'est on en parle souvent dans des vidéos, mais un des avantages de l'école, c'est qu'on peut, enfin il y a des gens qui travaillent dans l'industrie qui viennent. Après, il faut tomber sur la bonne personne et tout, parce que peut-être qu'il y avait personne qui avait cette fibre-là cette année-là. Enfin, ça peut toujours être possible, mais ça donne ce petit truc en plus quoi. Et je crois qu'en plus, attends, je suis pas sûr de moi, mais je crois que Pivot est relativement accessible. Je sais plus niveau tarif. C'est Oui, pas une des plus chères quoi. je pense que ça a quand même augmenté depuis que je suis partie, mais je Ouais. crois que ça reste une des écoles d'art les plus accessibles, oui, de France en tout cas. C'est Ok. pas, elle est pas fait pas partie des plus chères, quoi. Après, il faudrait vérifier quand même, mais Hmm. je sais que c'est pas les Gobelins ou Émile Cole, ou tout ça, c'est quand même plus accessible et ça a un très bon niveau. L'école Pivot, Ouais. c'est vraiment, ouais, ouais, un très bon niveau d'animation et tout. Alors maintenant, en plus, ils font de l'animation aussi 3D et je crois qu'ils font aussi maintenant du concept art. Donc Ok. en fait, c'est très bien comme école quand tu ne sais pas exactement, tu sais que tu veux faire du dessin, mais que tu sais pas exactement dans quel secteur. Hmm. C'est très bien parce que c'est dans la première année de cette école-là, c'est du tronc commun, donc tu touches à tout. Tu fais vraiment tout et c'est après, tu dis, OK, ça me plaît, j'ai envie de me spécialiser là-dedans. Et c'est à partir de la deuxième année que tu te spécialises, que tu choisis vers quoi tu veux te diriger, quoi. Ouais. Donc c'est Et vraiment très bien. Et est-ce qu'il y a eu un stage ou quelque chose qui a ensuite débloqué le premier poste ou est-ce que c'est passé par d'autres voies?
Il y a eu un stage, effectivement. Alors, c'était pas encore du coup les cités d'or à ce moment-là, parce que du coup, oui, pour valider la dernière année, il faut le film de fin d'études devant le jury et un stage, du coup, en milieu dans un studio Mhm. d'animation. Et moi, j'avais fait mon stage à Caribara, Oui. du coup, à Paris, sur une petite série pour enfants de 3 à 6 ans, c'est ce qui s'appelait Holly et Moon. Et j'avais fait les décors, du coup, sur cette série-là. Alors, c'était très différent parce que c'était une technique assez spécifique, parce que c'était des décors un peu à la Gunball, je sais pas si tu Ouais. vois, où Donc c'était une sorte de un... photomontage avec des trucs réalistes et tout ça. Exactement. C'était du photomontage avec quelques trucs dessinés, quoi, dessinés à la main, mais c'était beaucoup de photomontage, donc c'est assez différent. Mais c'est très intéressant aussi parce qu'on apprend du coup plus la, peut pas tant que ça le dessin, mais plus la Mhm. composition d'images, comment attirer l'œil vers les endroits où les personnages sont ou vers l'action, là où l'action se passe, etc. Donc c'était très intéressant. Et j'avais fait un stage de 3 mois du coup à Caribara. Et ensuite, une fois que je suis sortie d'école, ils m'ont embauché pour le reste de la production de Holly et Moon quoi, pendant un an. Ok, donc c'est un peu le classique, j'ai l'impression que le Oui, premier stage débloque, même si c'est pas dans le même studio, permet d'avoir un bout de portfolio, le côté un peu pro du début, et ouais, ensuite de débloquer ça, parce que c'est souvent un peu la difficulté, je crois, c'est oui. l'entrée, et ensuite, après évidemment, si on sait faire ce qu'on fait, hein, c'est toujours pareil, mais normalement les bons se font un peu plus facilement. Donc ensuite, t'as été un an donc sur cette même série, et après, t'as fait le lien avec la prochaine, quoi. Ouais, voilà. Alors après, j'étais sur les décors sur cette série-là. Mais après, par contre, j'ai été sur les autres séries sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, il y avait Marble Gen, Hmm. où là, j'étais plus sur les décors. Parce qu'en gros, l'avantage, c'était que j'avais appris beaucoup de choses niveau composition et tout. L'inconvénient, c'est que c'était pas des décors dans un book, qui étaient les plus convaincants pour les autres Hmm. productions. Parce que C'est c'était comme tellement c'était beaucoup atypique, ouais. Ouais, comme c'était beaucoup de montage photo, les gens disaient bah c'est joli mais c'est des photos donc il nous Hmm. faudrait des décors dessinés et mis à part ce que j'avais fait du coup pour mon book, pour mon film de fin d'études et tout, j'avais pas de décor, on va dire vraiment pro ou de production que je pouvais montrer quoi. Donc après Holly et Moon, j'ai pas pu me spécialiser tout de suite en décor. J'ai fait plutôt du props, de la mise en couleur, etc. Mhm. Donc Et ça de reste dans pers le côté environnement et tout. Ouais. Oui, c'était la mise en couleur de personnages, d'effets Ah ok. spéciaux, tout ça. Enfin, c'était un peu plus, c'était pas encore vraiment les décors, de props aussi, d'objets, etc. Et c'est que en postulant du coup pour Blue Spirit, du coup c'est là qu'ils arrivent, pour les mystérieuses cités d'or, parce que malgré tout, moi je voulais faire du décor, donc je me suis battue pour pouvoir avoir Hmm. vraiment ma place pour les décors, parce que pareil, c'est difficile quand même d'y entrer quand on n'a pas Il y a moins de déjà, monde aussi par rapport à l'animation. Il y a moins de personnes qui sont au décor, sauf peut-être des oui. productions où c'est des décors très riches et très nombreux, mais souvent l'équipe décor est bien plus réduite, quoi. Ah oui, 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 ça peut arriver qu'on soit que deux dans Ouais. l'équipe de décorateurs, donc c'est très compliqué et la plupart du temps, ils ont leur réseau, ils bossent avec les décorateurs qu'ils connaissent bien et quand tu n'as pas d'expérience, je sais qu'au début, on me le reprochait souvent que bah, le décor est joli, mais il n'y a pas de vrai book fait en production, enfin pas de décor Hmm. fait en production, donc pas d'expérience. Ce qui est C'est la toujours fameuse boucle. Ouais. voilà, c'est toujours le cercle vicieux de, il te faut de l'expérience, mais on te laisse pas ta chance. Hmm. Et là, du coup, j'ai eu un coup de chance, c'est grâce au fait que bah, le réalisateur des Cités d'Or se souvenait de moi, qu'il avait vu mon film de fin d'études et qu'il avait apprécié. Donc, quand je suis arrivée au moment de l'entretien, alors j'avais passé le test avant et il savait pas encore que c'était moi. Je pense qu'il se souvenait pas il se souvenait de ce nom-là, mais il n'avait pas fait le Ouais, lien. fais le lien. Ouais. Et donc, j'avais passé le test quand même et j'avais réussi à décrocher ensuite l'entretien. Hmm. Mais au moment de l'entretien, ils m'ont dit qu'ils hésitaient entre deux personnes, entre moi et une autre, qui avait plus d'expérience, justement. Et quand le réalisateur m'a vu, il m'a reconnu. Il fait, ah oui, d'accord. Ouais. Et du coup, je pense que ça a pas mal joué sur la balance et je me suis montrée aussi bah, très motivée. Ce qu'ils m'ont encore dit que bah, le problème, c'est que j'avais pas beaucoup d'expérience. Et j'avais dit que bah, s'ils me laissaient ma chance, moi, j'étais prête à y aller à fond, quoi, à vraiment, que j'apprendrais très vite, etc. Que je connaissais déjà un peu cet univers-là, très canyon indien, très paysage, très aventurier. Hmm. Et donc, j'ai réussi à me vendre grâce à ça et je sais que le fait que le réalisateur me connaissait a dû pencher un peu sur au niveau de la balance de mon côté. Donc, Ouais, c'est là que j'ai eu ma c'est, chance, en fait. ça fait partie aussi des forces qu'on peut avoir, un peu d'être là au bon moment et tout. Il y a beaucoup de hasard aussi. Il faut avoir la compétence, mais si on n'est pas là et que personne ne voit, bah, C'est ça. c'est un peu le truc, quoi. Et il y a un truc que je me demande justement par rapport à la fois sur
production qui arrive après, de ce que je comprends sur Foot de rue et sur Les Cités d'Or, c'est que c'est soit enfin, c'est des autres saisons, il y a déjà un univers qui existe. Ouais. Et quelle est la différence par rapport à ton travail à toi, de devoir t'adapter à un univers qui existe déjà ou pas? Alors la différence, c'est que au moins quand il y a eu quelque chose de déjà fait, en fait, on a un style très précis Hmm. qui est déjà présent et on a toute une banque en fait de décors qui ont déjà été faits pour la production. Donc on va dire que c'est plus facile dans le sens où on est tout de suite dirigé, on a tout de suite, pareil, en général, on nous fournit tout de suite, par exemple, les brushes Photoshop. On nous dit, voilà, pour faire du feuillage, c'est ce brush-là. Pour faire Hmm. de la neige, c'est ce brush-là, etc. Donc, il y a toute une direction artistique, en fait, qui est déjà posée. Et du coup, ça aide beaucoup quand même parce que on a beaucoup de références. Donc, on peut plus facilement, on va dire, donner ce que le directeur artistique attend parce qu'on a énormément de décors, on a énormément de références en fait. Alors que quand on arrive sur une prod où il y a encore rien qui a été fait, ce qui était le cas par exemple de Blue Eye Samurai, Mhm. là c'était beaucoup plus difficile parce qu'on n'avait pas de direction artistique fixe au début. C'était Ouais. beaucoup de recherche en fait et parfois il fallait carrément refaire ouais, une bonne trentaine de décors parce que finalement, on se rend compte que c'est pas ce style-là qu'il faut, etc. Donc, il Hmm. faut revenir sur tout ce qu'on a fait. On n'a pas des brushes attitrés non plus. On ne sait pas comment on fait la neige. On ne sait pas comment on fait les arbres. Donc, c'est beaucoup plus de recherche. Et ce qui est très intéressant aussi, parce que par contre, du coup, on est plus libre. Ouais. Donc ça a un bon côté aussi parce qu'on est plus libre de proposer des choses et de proposer un style et de voir avec le directeur artistique ce qui peut être fait en fait. On peut dire, ah mais ça, bon ça c'est pas encore exactement ça, mais ça par contre c'est intéressant et tout. Mhm. Donc c'est deux façons de travailler différentes. On va dire que ouais, celle avec la prod déjà placée, avec la direction artistique déjà placée, c'est plus simple de se mettre direct dans le bain. Mais celle où il n'y a pas du tout de direction artistique de vraiment placer, c'est plus libre, plus intéressant dans les recherches. Ça, c'était la Cité d'Or que j'ai Mhm. pu mettre en couleur, par exemple. D'ailleurs, Donc, oui, je peux montrer, mais en fait, pour les Cités d'Or, j'avais du coup les décors traits qui étaient déjà faits. Et donc, je partais sur une base qui est très très bonne parce que le décorateur était très très fort. Voilà, sur ce type de base. ok. Donc il y a Donc, même pas avec de, un. il y a pas de valeur de gris ou quoi, c'est vraiment le Non, trait, c'est le classique comme ça quoi. Hmm. ouais, il y avait vraiment rien du tout. Il y avait vite fait ce qu'on appelle un color script, où en gros, il y avait des petites recherches du directeur artistique pour me dire, bah ça, ce serait plutôt telle ambiance, ce serait plutôt jour, Hmm. etc. Des fois, il y a un même décor qu'il fallait faire en plusieurs ambiances, en jour, en nuit, etc. Et du coup, moi, après, une fois que je partais là-dessus, je faisais un décor, par exemple, je vais plutôt montrer. Donc ça, c'est pareil, un décor trait qu'on me donnait, qui Ouais. était très très fourni en détail, hein. Le décorateur, il y allait bien. Et du coup, moi, mon rôle, c'était de faire ça ensuite. Donc il y a tout un truc aussi de à quel point on pousse, parce que s'il y a beaucoup de détails, ok, mais à quel point on part sur vraiment une variété de couleurs, comment on fait pour harmoniser le tout. Enfin, il y a beaucoup de Ouais, questions qui se posent et tout est avec un décor très sans valeur, en plus sans lumière, bah tout est possible quoi. oui, oui. Et c'est énormément aussi une question d'amener le regard là où on veut, là où il y a Ouais, l'action qui se passe. Donc là, on devine que c'est ici, que enfin, les personnages seront principalement ici. Et ouais, c'est assez comme là aussi où il y a plein de détails partout. Donc c'est pareil, il faut pas que l'œil se perde trop un hmm, peu partout dans tous les détails. Il faut qu'il reste focus plus ici. Donc c'est ouais, là c'est bon. Les fenêtres aident beaucoup parce que du coup c'est en plein milieu du décor quoi. Mais oui, oui, c'est assez complexe comme façon ouais, de faire quoi. Mais c'est très intéressant par contre parce qu'à la fin ça donne des décors très beaux. Moi j'aime bien les décors comme ça qui sont pleins de détails. ouais, c'est sûr. Je ouais, 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 ça Et, c'est vraiment cool à faire. et au niveau composition, là par exemple sur cette image-là, j'imagine que enfin, même si c'est pas toi qui a fait ce décor-là au niveau du trait, il y a plusieurs éléments peut-être qu'on peut reprendre, comme quoi par exemple on veut entourer les personnages avec des objets, on peut mettre des douches de lumière pour les mettre en valeur, il y a aussi les valeurs de couleurs qui vont aider. Donc il y a toutes ces techniques-là qui sont mises les unes avec les autres. Là je vois par exemple qu'il y a la sorte de deltaplane qui fait une grosse ligne qui dit là il va se passer un truc entre les colonnes et tout, donc il y a tous ces trucs-là Oui. à Oui, oui, analyser quoi complètement. finalement. Complètement. Puis là, bon, c'est pas le. Enfin, il y a eu évidemment différents angles de vue à chaque fois faits pour Ouais. chaque pièce. Et par exemple, là aussi, il fallait mettre aussi un peu l'accent sur les peintures qui étaient là. Donc là, les deux autres, c'était plutôt de l'autre point de vue. Mhm. Mais celle-là aussi, parce qu'en gros, enfin, il se passe les enfants font, Esteban, Zia, Tao font des recherches et découvrent en fait des détails cachés en fait dans les peintures qui sont là.
que De Vinci avait caché. Donc c'est pareil, Mhm. c'est des choses qui, à premier abord, ne choquent pas, donc on va pas regarder, mais c'est des détails qu'on place à des endroits qui, après, ont leur importance aussi dans leur histoire, en fait, dans Ouais. l'histoire du dessin animé. Donc Et c'est... au niveau des décors, la grosse différence entre 2D et 3D, c'est que bah là, il faut tout refaire. Dès qu'on est en 2D, et Oui, tous les angles sont un nouveau travail et tout. Alors qu'en 3D, de ce que j'ai compris, on peut avoir un peu des triches de les objets bougent un peu, des trucs comme ça, mais la grosse base est là et c'est beaucoup plus souple, on va dire. oui, Alors que là, c'est figé et tu peux plus le changer une fois que tu as été à ce niveau-là, quoi, de détail c'est et tout, ça. quoi. C'est ça. Le seul truc qu'on peut faire, c'est qu'en gros, on sépare les éléments sur plein de calques Ouais. et on peut faire vite fait des mouvements de cam, tu sais, des truck in, des truck out, donc Mhm. la cam qui avance un peu dans le décor ou qui recule avec les éléments qui sont devant, qui bougent en fait, qui s'écartent un petit peu. Donc ça peut donner des effets de mouvement. À chaque fois, on faisait les décors en gros format pour que la Ok. caméra puisse zoomer dedans en fait, sans que ça pixelise ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que tu Et appelles gros format vraiment concrètement? C'est quoi? C'est du 8000 pixels, des choses comme ça pour certains décors, oui, par exemple Ouais. pour la Cité d'Or qui est là, ça, c'était un très très gros décor parce qu'en gros, la caméra partait, oui, il me semble qu'elle partait du bas dans la vapeur et qu'elle montait petit à petit jusqu'à l'apparition de la Cité d'Or. Et celui-là, je crois qu'il était, je me demande si c'était pas aussi 12 000 pixels. Ok. Oui, des fois, Et c'était là, par assez exemple, colossal. c'est une, comment dire? Le fait qu'il y ait du FX d'eau, etc., comment ça marche? Parce que là, c'est fait pour avoir l'ambiance, etc., plus qu'autre chose, puisque dans la production en elle-même, bah, il n'y aurait pas l'eau à ton étape, quoi. Exactement. C'est une référence qu'on nous demande toujours de faire pour justement ceux qui feront après les effets spéciaux, les FX et tout. Ils doivent savoir en fait à quoi ça doit ressembler au final. Mhm. Donc c'était mon but aussi de faire vraiment l'eau, etc., la fumée qui bouge. Mais par exemple, tout était sur des calques séparés aussi. Il y a une version de ce décor-là sans aucune cascade pour Mhm. que les FX puissent arriver sur le décor et poser leur animation. Et il me semble que j'avais laissé quand même qu'on avait réutilisé quand même les nuages qui sont devant, qui sont la technique que j'expliquais, où en gros ils les font bouger un peu petit à Mhm. petit. Ils font bouger le cal, qui donne des petites ondulations, des choses comme ça, et qui permettent de donner vie en fait à la brume. Mais par contre, oui, effectivement, les cascades, elles étaient toutes c'est sur des calques séparés pour qu'on puisse les enlever et mettre l'animation à la place. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est des trucs où je pense que les gens qui connaissent pas trop comment ça marche se posent pas forcément la question, mais il faut vraiment penser sur des panoramas des fois énormes et le layout va être super important pour savoir où regarder. Et parfois aussi, il y a des questions de, je sais pas si tu as eu ça dans ce que tu faisais, mais des questions de déformation de lentilles, des choses comme ça. Ce qui fait que tu as un très grand layout et tu passes d'un cadrage à un autre, mais en fait, ton décor, si tu le regardes en entier, bah, il y a des courbes un peu extrêmes et Oui, tout, quoi. T'as eu ce genre de choses aussi? oui, c'est déjà arrivé. Alors là, tout de suite, je ne crois pas que je pourrais t'en montrer un, mais Ouais. oui, c'est déjà arrivé où vraiment il y avait des angles où quand on regardait le décor comme ça, écrasé, posé à plat, il ressemble à rien. Mais Hmm. avec le mouvement de caméra, ensuite, on comprend pourquoi il y a des déformations bizarres dans les maisons ou quoi que ce soit. Et des fois, c'est très compliqué. Là-dessus, c'était surtout pour Blue Eye Samurai où j'ai eu ce genre Hmm. de décor parce que c'était une série du coup qui était beaucoup plus difficile dans le sens où elle était beaucoup plus, on va dire, il y avait beaucoup d'angles de mouvement de caméra très compliqués parce que c'est une série où il y avait beaucoup d'actions, de Hmm. combats. Donc des fois, ça partait un peu dans tous les sens. Et il y a même eu un épisode où il a carrément fallu qu'on soit formé sur Substance 3D pour peindre directement dans la 3D en fait. Ouais, ok. C'était encore autre chose. Mais il y avait beaucoup de décors de Bly Samurai qui sont pas dans mon book parce que du coup, ressemblent à rien du tout Hmm. quand c'est mis à plat. Alors qu'après, dans l'action, avec le mouvement de caméra, les personnages et tout, on comprend tout de suite en fait ce que c'est. Mais oui, ceux-là, en général, on les met pas dans nos books, quoi, ces décors-là. Ok. D'ailleurs, là, je fais un petit aparté, mais comme tu parles de book, est-ce que tu montres seulement ben, ton site avec des images fixes ou est-ce que tu as aussi en complément, voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est dans la série? Est-ce que c'est utile d'avoir ça dans une présentation quand on fait du décor? Alors moi, je montre que des décors fixes. Ok. Alors par contre, je montre des décors fixes, mais ça peut arriver que je montre aussi des screenshots. Voilà, des screenshots Ah avec oui, d'accord. le personnage, les En FX et tout. situation, quoi. Hmm. Ouais, voilà, pour montrer vraiment avec l'ambiance, parce que des fois, ça peut arriver aussi qu'il y ait des décors où on nous demande d'enlever l'ambiance, de faire un décor très plat, et c'est ensuite au compositing qui rajoute du coup les Ouais. ambiances de lumière qui doivent être très spécifiques ou quoi que ce soit, ce qu'on appelle les fogs. Donc c'est ça, les fogs, c'est les effets un peu brumeux et tout qui peuvent passer devant le décor. Et c'est vrai que des fois, ça arrive que
enfin mieux prendre un screenshot parce que du coup le décor est très beau, on a envie de le montrer, mais il est très beau sur le À rendu la fin, final, quoi. ouais. Ouais, voilà. Donc pour ça, pour spécifiquement, ça peut être intéressant. Après, pour un book de décor, principalement, c'est surtout les décors fixes comme là. Bon, là, par exemple, j'avais mis ça parce que en gros, c'était moi qui avais fait la mise en couleur de chaque, comment on va appeler ça, chaque tuyau. Hmm. Parce qu'en gros, la Cité d'Or était animée, en fait, quand elle apparaissait. Elle sort de l'eau, elle jaillit de l'eau, et il y avait tous les tuyaux qui bougeaient, qui jaillissaient, pas forcément en même temps. Donc, il leur fallait vraiment quelque chose à plat de chaque tuyau avec tous les designs pour qu'après ils puissent les prendre et s'amuser à les bouger, à les animer jusqu'à ce que ça donne ça au final, quoi. Ok. Mais sinon, principalement, oui, mon book, c'est principalement les décors fixes. Quand tu passes dessus, il y a un changement dans l'image, c'est ça? Il y a Oui, alors c'est différents parce que cadrages? qu'en fait, quand on clique dessus, il y a, par exemple, pour cette salle-là, j'ai mis plusieurs angles de vue, j'ai dû mettre plusieurs ambiances aussi. En fait, je les ai triés par lieu. Hmm. Parce que, par exemple, ici, c'est les cités d'or, ça se passait beaucoup à Chambord. Ce qui était très intéressant, en vrai, Ouais. surtout que à ce moment-là, j'étais encore jamais allée dans le château. Donc ça m'a permis de visiter un peu le château. C'était rigolo. Donc là, tu te Et bases, c'est à la fois un univers existant avec un style existant, mais aussi un lieu réel. Donc tu as encore un truc en plus. ouais, ouais, là, on avait beaucoup de photos références de Chambord, évidemment, sauf qu'il fallait un peu tricher parce que c'est le Chambord du 16e siècle, il me semble. Hmm. Donc, je sais pas, oui, si je vais retrouver les décors extérieurs. En gros, à ce moment-là, Chambord n'était pas encore, voilà, il n'était pas encore terminé d'être construit. Ok. Il fallait tricher. Et par rapport au Chambord qu'on connaît, faire toute une partie qui n'est pas qui est en cours de construction en fait. Et c'était assez rigolo. Et pareil, il fallait faire différentes ambiances, etc. Parce on le voit dans beaucoup d'épisodes. Ça se passe un coup de nuit, un coup au coucher de soleil, un coup de jour. Donc ça, c'est les Et fameux plans de situation, je sais plus le nom. les estables s'appellent. Voilà, Ouais, ouais, voilà ça. Pour dire, ça se passe ici maintenant. Regardez pendant 2 secondes, ok, on est bien là, et hop, après on peut faire des gros plans et tout, ouais, tranquillement. exactement, exactement. Et voilà, ce genre de truc quoi. Oui, il fallait essayer d'inventer. Bon, là-dessus, c'est plus le décorateur Trek qui a dû inventer les designs, de faire le château à moitié construit. Mais c'était vraiment très cool à faire. Et ça, par Mhm. exemple, celui-là, je sais que c'était un décor qui était très très gros aussi. Parce qu'il faut pareil pouvoir zoomer. Il y a un moment où il y a un gros dézoom, même s'il y a une triche, mais en gros, un gros dézoom depuis, je crois que c'est cette fenêtre-là, où la Ouais, caméra recule d'un coup et hop, on arrive sur ce plan-là. ok, Donc oui, il a fallu le faire en assez gros format, quoi. Je pense que ça devait être du 8000 peut-être celui-là. ouais. Donc ça va encore pour l'instant, on n'est pas à exporter des films en 8K, donc on n'a pas besoin d'aller plus haut que ça. Oui, voilà, Mais le heureusement jour où pour on fait l'instant. ça, ça va être le bordel, ouais. Ouais, 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 carrément, carrément. Et il y a un truc que je me demande, bah, ça peut être par rapport à cette production-là ou dans une autre, comme tu veux, pour les exemples. De quoi est-ce qu'on part? Parce que de ce que je comprends, il y a plusieurs possibilités. Soit on fait justement une ambiance directement, soit on fait les couleurs locales et ensuite on va mettre toutes les ambiances qu'on veut. Est-ce que tu fais toujours les couleurs locales d'abord pour avoir cette souplesse ou est-ce que des fois tu fais directement des ambiances? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, si, je vois. En fait, ça dépend si j'ai un color script précis qui est déjà avec les couleurs qui sont déjà établies par le directeur artistique. Dans ces cas-là, ça peut arriver que je prenne à la pipette sur ce color script les couleurs qu'il m'a déjà placées. Et après, bon, évidemment, c'est toujours très rough ce qu'ils nous font. Donc, c'est à moi aussi de développer la palette, on va dire, à partir de ce qu'ils m'ont donné. Mais Mhm. quand il n'y avait pas trop de color script un peu comme certains décors des cités d'or, je crois que celui-là, j'avais pas de color script. Dans ces cas-là, là, je fais plus les aplats, oui. En fait, j'essaye de partir au début, de mettre le décor en tout petit, en vraiment Ok. vignette, et de faire moi-même un color script en faisant des effets de couleurs, mais très rough, très croquis, pour voir si, de loin, en fait, si le décor marche, si l'ambiance marche, si on comprend, si l'œil ne se perd pas trop dans le décor, etc. Et une fois que j'ai établi, on va dire, les couleurs, ce que je veux comme ambiance, en très croquis, là, je zoome dans le décor et là, par contre, je travaille élément par élément. Donc, par exemple, pour ce genre de décor-là, je sépare en fait tous les éléments. Je mets d'abord vite fait le ciel, je mets juste un dégradé de bleu. Et après, je sélectionne toutes les différents plans du décor. Donc, par exemple, ça, c'est le dernier plan pour moi. Mhm. Ensuite, je fais sur le deuxième plan qui est là, avec le village, le gros caillou. Le troisième plan, c'est le sol. Et le dernier plan, enfin, ce qu'on appelle l'OL, le premier plan, c'est ce qui est là. Et je les sépare tous. Et après, avec des couleurs bien à plat, bien de base,
Et après, je vais dans les détails de chacun en rajoutant les ombres et lumières, les textures, etc. Ok. Et ça, c'est plus un truc un peu sur la technique, mais est-ce que tu sépares énormément parce que tu sépares les différentes couches, mais par exemple sur une seule pierre, est-ce que tu fais un calque par couleur au cas où tu dois la changer avec des masques et tout à un moment donné? Ou est-ce que tu fais un gros bloc, voilà, c'est la pierre avec ses petites nuances, juste un autre bloc avec la lumière et puis c'est tout, au niveau des calques? Alors, j'essaye de plus séparer, ouais, parce Hmm. que je sais que ça peut arriver, surtout en production, qu'on nous demande de changer des trucs spécifiques, juste la couleur de l'ombre qui est là, par exemple. Donc, Oui, dans ou ces alors cas-là, je le vert de fais... l'arbre, on va partir Oui, sur un truc moins saturé, enfin des trucs aussi exactement. sur une couleur, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, oui, la plupart du temps, je sépare beaucoup, ce qui donne un fichier Photoshop avec beaucoup de Ouais. calques. Et dans ces cas-là, je renomme, sinon on est perdu. Mais oui, je sépare vraiment. Je fais vraiment un aplat. Après, je fais un calque pour les ombres, un calque pour les lumières, un calque pour la texture aussi, parce que par exemple, pour Blue Eye Samurai, il n'y avait pas du tout de traits. Si je peux montrer un décor. Par exemple, on va dire celui-là. Il n'y avait pas du tout de traits, en fait. On n'avait Hmm. même pas de décor trait de base. On partait sur un layout 3D où c'était vraiment que des blocs en tout gris, nuances de gris qui étaient posés par-ci par-là. Même là, je me souviens qu'il y avait juste le tronc qui était fait vite fait en 3D. Il n'y avait même pas le Ouais. feuillage. Donc dans ces cas-là, j'avais vraiment séparé tous les éléments, toutes les couleurs pour qu'on puisse, si jamais le rose est trop rose, pouvoir le modifier un peu. Si jamais les lumières sont trop fortes, pouvoir les réduire un peu, réduire l'opacité. Mais oui, je séparais vraiment chaque élément. Ok. Parce qu'après, il y a toujours le truc aussi, je sais pas à quel point c'est ton cas, mais j'imagine que oui, par rapport au compositing et tout, le fait d'avoir une étape derrière, donc tu dois forcément avoir une structure qui dépend aussi des studios, Mm. de comment on nomme les choses, comment on fait en sorte que derrière ça se passe bien et qu'il n'y ait pas un blocage et qu'ils doivent avoir un aller-retour, etc. Tout ce truc-là, quoi. Ah oui, oui. C'était encore plus flagrant sur Blue Eye Samurai parce qu'il fallait avoir une nomenclature très précise de chaque dossier, en fait. Chaque élément était séparé dans des dossiers et on avait une nomenclature 3D qui était sortie sur le fichier et il fallait garder à tout prix cette nomenclature, Hmm. ne pas y toucher parce qu'après, quand ils importaient, on va dire, tout mon décor dans la 3D, il fallait que l'ordinateur reconnaisse en fait la nomenclature et les colle directement sur les bons éléments. Sinon, ça cassait tout le décor et bon, ça apportait des complications. Ouais. Et au début, c'était un peu complexe à gérer, mais après, bon, une fois qu'on avait compris, ça s'est fait tout seul. Mais oui, c'était très spécifique encore Blue Eye Samurai là-dessus. Hmm. Et en plus, est-ce que le fait d'avoir travaillé sur les cités d'or a aidé à être engagé sur cette production-là, parce que ça reste toujours des décors relativement réalistes aussi. Donc ça reste dans une sorte de même veine, en Oui, gros, quoi. T'es pas parti sur du cartoon complet ou des choses comme ça. Donc est-ce que c'est un truc qui te parle le plus? Est-ce que c'est juste, ben, tu t'es retrouvé dans des productions comme ça et que tu aimerais aussi faire d'autres styles? Enfin, non, c'est complètement un style qui me parle. ouais. Bon, c'est un style, donc on va dire semi-réaliste. Mhm. Et oui, c'est complètement le style sur lequel je suis le plus à l'aise, ceux qui s'approchent le plus de réalité, mais en gardant quand même toujours un côté dessin animé et qui a des détails vraiment un peu partout, quoi. C'est avec des ambiances aussi assez réalistes, etc. Moi, Mhm. le cartoon, je sais que j'ai plus de mal. Alors, je pense aussi que c'est parce que du coup, je me suis pas retrouvée sur des prods très cartoon non plus. Donc, forcément, j'ai moins d'expérience dessus. Et c'est, on va dire, une autre technique, le cartoon qui est très, enfin, il y a des gens qui sont vraiment très très forts pour ça, où il faut réussir à déformer les éléments, mais tout en les gardant cohérents. Ouais. Et même au Et niveau des simplifier couleurs, aussi. ouais, simplifier, mais tout en restant, on va dire, beau et surtout, oui, très cohérent dans l'ensemble, quoi. Mhm. Et c'est assez compliqué. Et moi, je suis plus à l'aise dans le semi-réaliste, oui. Et forcément, oui, les cités d'or, ça a aidé là-dessus, mais c'est aussi parce qu'en plus, les mystérieuses cités d'or et Blue Eye Samurai, c'est le même studio. Ouais. Donc forcément, comme j'avais déjà bossé 2 ans dans ce studio-là, ils me connaissaient, ils savaient comment je travaillais, etc. Donc oui, forcément, ça a aidé à être ensuite embauché sur Blue Eye Samurai. Mhm. Ok. Et là, par rapport au... Puisqu'on est sur Blue Eye Samurai maintenant, le côté respect historique d'une époque, déviation de ce respect de l'histoire, etc. Enfin, comment est-ce que c'est fait? Est-ce que y a besoin d'être attaché absolument aux formes des maisons, des choses en détail, ou est-ce qu'il y a aussi un truc un peu de simplification, de le rendre un peu fantaisiste, d'une certaine façon de le simplifier, etc. Alors là, il voulait vraiment être assez réaliste quand même. Là-dessus, donc là, la Blue Eye Samurai, c'était plus vraiment une production où on faisait tous les décors vraiment de A à Z, alors que Hmm. pour les Mystérieuses Cités d'Or, on faisait surtout les décors références.
Et ensuite, il y avait pour les plus petits plans, etc., quelqu'un qui s'occupait de faire du layout, en fait, de reprendre, de découper dans les décors, etc. Là, Blue Eye Samurai, il a vraiment fallu faire tout à la main de notre côté. Et là-dessus, on avait du coup le directeur artistique et je crois que c'était la responsable de production, qui était très très informée de comment ça se passait à l'époque, comment étaient les maisons à l'époque, etc. Et qui faisait très très attention à ça, oui, au côté historique, où s'il y avait des éléments, ça peut arriver que quand on était dans des restaurants, ce qu'ils appellent les soba house, etc. Sur les tables, ça arrivait que, comme il n'y avait pas d'éléments, on mettait nous-mêmes les éléments sur les tables, donc des petites bouteilles, etc. Si la bouteille n'avait pas la forme d'une bouteille de saké de l'époque, on Hmm. était repris direct. Donc ça On veut faisait dire que attention. quelqu'un est assez spécialiste pour le savoir dans la Oui, supervision. Donc il y avait des gens très aguerris sur ce truc-là de l'histoire, oui, quoi. Est-ce que c'était oui. des intervenants, on va dire, extérieurs, des spécialistes et tout, ou des gens juste qui ont fait beaucoup de recherches pour cette prod? Non, c'était vraiment des gens qui ont fait beaucoup de recherches pour cette prod. En fait, c'était Ouais. surtout, donc elle s'appelle Jane Woo, qui était du coup, je crois, la responsable de production, qui elle était très très, oui, très très au courant de tout, de comment se passait l'époque, qui elle-même a des origines japonaises Hmm. et qui était très très intéressée par l'histoire du coup du Japon à l'époque. Et elle savait vraiment tout. Au niveau des décors, elle savait nous dire qu'est-ce qui était cohérent ou pas. Au niveau de l'animation, elle savait comment on portait un kimono à l'époque. Et donc, elle pouvait dire aux animateurs, elle avait même fait des démos Hmm. où elle venait avec un kimono et elle montrait, voilà, c'était comme ça que les femmes marchaient à l'époque, etc. Même au niveau de comment tenir le sabre, tout ça, comment les samouraïs tenaient leur sabre, elle savait vraiment tout. Et c'est pas quelqu'un d'extérieur, c'était vraiment juste que je pense que ça a aidé aussi au fait qu'elle soit passée responsable de production sur cette série-là parce qu'elle avait les connaissances requises, quoi. Ouais. Et quand tu dis on a dû parfois imaginer un peu des choses et tout dans le fait de faire les décors, il y a quand même une phase de concept avant avec du concept art et tout ça. Donc comment se fait ce lien? Parce que je pense que si on écoute, on se dit bah voilà, tu fais les décors quoi. Alors qu'il y a quand même des recherches avant, des concepts avant. C'est quoi la différence entre ce qu'il y a au départ en concept et ce que toi tu dois faire? Est-ce que c'est juste plus poussé dans les ambiances et les détails ou est-ce que tu as aussi ton mot à dire, on va dire, sur du cadrage ou des choses comme ça? Enfin, comment ça marche là-dessus? Alors pour Blue Eye Samurai, j'avais pas mon mot à dire sur le cadrage parce que c'était vraiment très très précis. En fait, le layout 3D était déjà posé, la caméra était déjà posée dans Ouais. cet angle-là précis. Donc là, j'étais par exemple pour celui-là, j'étais obligée de respecter vraiment l'angle qu'on me donnait. Et pareil pour l'ambiance, j'avais un color script aussi qui était fourni par Netflix, par le directeur artistique, qui me disait voilà ici c'est telle ambiance, c'est assez gris, il faut qu'il y ait de la neige, etc. Alors pareil, c'est la neige comme on disait pour les Cités d'Or, c'est de la Mm. référence. Donc c'est sur des calques à part parce qu'après évidemment il fallait pouvoir l'animer. Mais là où j'ai dû faire, on va dire, quelques petites recherches, etc., c'est quand, par exemple, ici, j'avais toutes les maisons posées, l'ambiance posée, mais j'avais pas les petits détails qui étaient, par exemple, les petits stands qui étaient là, les petites lampes, etc., où là, il fallait un peu plus rechercher. Mais on va dire, pour Blue Eye Samurai, j'ai pas, c'était plus détailler ce qu'on nous donnait, plus donner, apporter du détail à ce qu'on nous donnait, plus que vraiment faire des recherches, parce que c'était quand même déjà très, très, très posé, quoi. On avait déjà, on n'était pas libre de rajouter tout ce qu'on voulait. Par exemple, il y avait sur la table quelques bouteilles qu'on pouvait faire nous-mêmes, mais même là, fallait faire très attention, quoi. Ouais. Donc ça fait que tu avais, j'imagine, une sorte de catalogue de Oui, les choses ressemblent à ça c'est et ça. tout ça, quoi. On Ouais. avait même les maisons à plat, vraiment. Alors là, je l'ai pas avec moi, mais on avait un fichier avec les maisons à plat pour dire, bah là, c'est du bois. Enfin, c'est principalement du bois. Même à l'époque, Mm. c'était énormément des bâtiments en bois. Les fenêtres, elles sont faites en papier comme ça, etc. Enfin, oui, c'était assez précis quand même ce qu'on avait comme banque de référence. Donc, on pouvait pas trop partir à la dérive non plus, quoi. On allait surtout beaucoup détailler dans les ambiances qu'ils nous demandaient et dans les textures aussi, faire les textures de bois, la texture de neige, etc. Mhm. Et là, bon, sur cette production en particulier, mais peut-être en général aussi avoir un petit mot là-dessus, comment ça marche la décomposition du travail, dans le sens où tu sais, voilà, je dois faire, je vais dire n'importe quoi, mais 50 décors. Est-ce que tu as quel est un peu le quota, comme par exemple en animation, de tu fais tant de secondes chaque semaine? Là, ça dépend des décors aussi, pareil, ça dépend des animations, mais est-ce que tu as un peu des choses à dire là-dessus, de à quel point tu as du temps pour faire les choses, combien de temps ça prend de faire un décor comme celui-là, par exemple? Hmm.
Alors ça dépend effectivement énormément des prods et des studios d'animation. Je sais que sur les prods françaises comme les Cités d'Or ou même Foot de rue, etc., Hmm. c'était assez, c'était plus libre dans ce sens-là où on n'avait pas, on avait évidemment des deadlines à respecter, mais on n'avait pas un nombre précis de décors à faire par jour, etc. Mais par contre, quand c'est des productions comme Blue Eye Samurai, où là, par contre, c'est plus une production à l'américaine, parce que c'est demandé par les Américains, là, il y avait vraiment des quotas à respecter par jour. Par exemple, pour Blue Eye Samurai, il fallait qu'on fasse en moyenne globale 2 décors par jour en couleur. Ok. Et c'était très compliqué, hein. C'était vraiment le rythme le plus soutenu que j'ai eu jusqu'ici. Et vous êtes Mais combien sur l'équipe décor sur cette euh, série-là? alors sur celle-là, au début, on était 2 équipes de 4, donc 8 décorateurs et 2 chefs déco. Et à la fin, pour le dernier épisode, il a fallu doubler les effectifs. On était 8 par équipe, donc 16 décorateurs et 2 chefs déco. Ok. Donc Et c'est quand même balèze, je trouve, par rapport oui, à d'autres où tu dis des fois on est deux dans une ah même oui, oui, production, quoi. complètement. C'était la plus balèze que j'ai fait jusqu'ici, en tout cas. Ouais, mais ça, c'est encore une fois aussi un peu la prod à l'américaine, où il faut produire plus vite, donc Hmm. en plus grosse quantité, donc forcément, il faut plus de gens, quoi. Ouais. Mais après, les 2 décors par jour, c'était une moyenne dans le sens où, par exemple, ce décor-là était un très gros décor parce que il y a aussi un mouvement de cam qui avance vers le petit temple qui est au fond. Donc le décor était assez gros aussi, avec tous les éléments qui étaient séparés pour pouvoir bouger et reculer quand la caméra avance. Et par exemple, celui-là m'avait pris à lui tout seul 2 jours. Ouais. Mais après, il y avait d'autres décors bon, qui sont pas les plus intéressants, mais même celui-là qui était assez rapide parce que c'est assez sombre, on ne voit pas grand-chose, où ceux-là peuvent prendre une demi-journée. Et dans ce cas-là, on peut faire deux, voire certains décors qui étaient vraiment un gros plan d'une table où il n'y a pas grand-chose à faire, qui prenaient 1 heure, quoi. Donc en fait, c'était vraiment les 2 décors par jour, c'était vraiment une moyenne. Où des fois on en faisait 4, des fois on en faisait que un en 2 jours, voire même Hmm. il y avait des très très gros décors que je n'ai pas là, je crois qui me prenait carrément une semaine, ça arrivait. Et Mais là, bon, tu parles du fait de faire, enfin, de le faire de zéro, ou alors on a le concept, on a le trait, on va dire, et ensuite on peint, et c'est ça qui prend alors ce temps. pour cela, par exemple, on n'avait pas du tout de trait et c'était pas partir de zéro parce qu'on avait, Ah oui, t'as les blocs 3D que t'avais dit. voilà, Ouais, on avait ok. les bleus. Par exemple, le château était déjà fait en 3D complètement. Donc on avait déjà les formes, on va dire, les formes du château, mais on n'avait pas du tout la couleur et les textures. C'était à nous de vraiment dessiner la texture dessus, etc. Même l'eau, c'était juste un carré bleu, par exemple. Hmm. Et c'est à nous de faire les couleurs dans l'eau, de faire les couches de glace, les lumières, les reflets, etc. Et par exemple, celui-là aussi il m'avait pris 2 jours, il me semble, hein, parce qu'il Ok. était assez compliqué aussi. Mais heureusement, il y avait des décors un peu plus petits. Je sais pas où est-ce que je vais pouvoir. Celui-là, par exemple, s'il veut bien. Voilà. Où là, il n'y a pas énormément, c'est juste une texture de pierre, un peu d'eau, Hmm. et c'est fini, quoi. Et ça, en une demi-journée, c'est fait large, quoi. Mais on partait vraiment que de blocs gris, quoi, où il Ok. faut vraiment faire toute la texture et la couleur. Et par rapport au fait que là, on voit qu'il y a du flou sur la montagne derrière, c'est un truc où j'imagine aussi que ça dépend des productions, mais parfois c'est fait au compositing, ce genre de choses. Donc est-ce que là, c'est juste ce qui est au fond, vous le faites un peu flou, vous le faites moins saturé, etc. directement, et ensuite au compositing, on peut rajouter des choses. Tu fais jamais de tout net, et ensuite ça devient flou au compositing. Alors, je laisse toujours quand même, en fait, c'est pareil, c'est toujours pour garder le côté référence comme la neige, pour dire, voilà, il faut que ça ressemble à ça au final. Hmm. Mais je laisse toujours quand même l'élément en version nette et Ah version oui, d'accord. floue, pour que justement, parce que oui, effectivement, la plupart du temps, ça, c'est fait au compositing. Et si jamais le flou, au moment du compo, on réalise qu'en fait, c'est un peu trop flou, ou qu'en fait, finalement, le réalisateur, il dit finalement, je veux que ce soit plus net ou quoi que ce soit, il faut qu'on puisse le contrôler. Hmm. Et dans ces cas-là, si, il faut toujours qu'il y ait l'élément en net pour qu'il Ouais, puisse ok. le modifier sans souci après au compo, quoi, s'il y a Surtout besoin de avec les mouvements changement. de caméra, dans Ouais, le plan d'avant où tu disais on passe à travers enfin dans la forêt, etc. On zoome vers l'élément. ouais, Il était flou dans la référence, mais bah voilà, plus on se rapproche, plus il doit être net. Enfin, il y a tous ces trucs-là, quoi. ouais, exactement. Et ça, non, ça, on faisait vraiment tout net. Et dans les références, on pouvait montrer, là, c'est quand c'est flou, ça donne ça, etc. Mais Ok. il faut toujours qu'il puisse avoir la main dessus, quoi, sur le compositing. Hmm. Et j'imagine que tu travaillais au studio avec l'équipe sur place. Je sais que ça Alors, dépend, mais j'ai fait les deux parce que ok. du coup, pour Blue Eye Samurai, au début, j'étais au studio, mais c'était du coup, j'avais commencé à travailler dessus en 2021. Donc, on Hmm. était encore en après-Covid où il y avait Ouais. encore
On ne devait pas encore venir tous les jours au studio, quoi. Il fallait ne pas trop se croiser. Et donc, je faisais 2 jours au studio et 3 jours en télétravail. Ok. Et en fait, pour Blue Eye Samurai, c'était assez spécifique parce que la plupart de l'équipe était en télétravail, en fait. Par exemple, tout ce qui est directeur artistique, etc., ils étaient tous chez Netflix aux États-Unis. Hmm. Donc, quand on devait faire des réunions avec eux, évidemment, c'était que via Zoom, quoi, à distance. Et les chefs décorateurs étaient aussi pour la plupart en télétravail. Donc au début, j'étais un peu toute seule, on va dire, Hmm. au studio. Et au bout d'un moment, en fait, à ce moment-là, j'étais encore à Paris, du coup, parce que Blue Spirit est à Paris. Et au bout d'1 an de production, donc en 2022, j'ai quitté Paris. Mais avec l'accord de Blue Spirit, pour pouvoir passer complètement en télétravail, en fait. D'accord. Et du coup, la deuxième année de production, j'étais que en télétravail. Et est-ce que par rapport au fait, donc déjà le télétravail, ça joue aussi un petit peu là-dessus, mais le fait d'avoir une production à l'international, ce qui est assez courant maintenant que même les films long métrage, voilà, il y a des fois 4 pays, est-ce que c'est une contrainte aussi sur le côté supervision et tout, ou est-ce que tout était bien calé qui fait que toi, quand tu commences ta journée le matin, en fait, tu as déjà toutes les notes qui sont arrivées, etc. Ça Alors, quoi. pour le coup, là, c'était plutôt bien géré, oui. Parce que Mm. déjà, en fait, on faisait une réunion avec... euh, pour Blue Spirit, enfin, pour Blue Eye Samurai, au début, j'étais juste décorateur pendant 1 an et demi, décoratrice. Et les derniers mois, en fait, je suis passée assistante chef décoratrice. Parce Mm. ils avaient, les deux chefs décorateurs avaient besoin d'assistants pour pouvoir gérer l'équipe qui avait doublé de volume, quoi. Et moi, j'étais passée assistante de mon chef décorateur. Et là, du coup, j'ai assisté, on va dire, à toutes les réunions avec le directeur artistique, Netflix, etc. Et on faisait une réunion, en fait, toutes les semaines. Donc, Ouais. c'était tous les mercredis, où on présentait les décors de la semaine. Et c'était assez précis, hein. Donc, je prenais des notes, etc. Mais il nous disait très bien quelle ambiance il voulait, qu'est-ce qu'il faut retoucher, etc. Et on avait un planning aussi qui était géré par, du coup, les chargés de production qui nous disait, bah voilà, pour telle deadline, il faut qu'on ait terminé telle séquence de tel épisode. Donc oui, à chaque fois, on avait un planning très précis à respecter et on savait en arrivant le matin quelle séquence je devais travailler et qu'est-ce qu'il Mm. faut qu'on ait terminé pour la semaine d'après, quoi. Donc là-dessus, c'était assez précis. Ok. Et j'imagine que c'est un peu comme en animation, dans le sens où on a telle dose de travail à faire, la personne qui supervise va se dire on va dispatcher les choses de telle façon, toi t'es peut-être un peu surmené, donc on va te donner un ou deux décors un peu plus faciles pour équilibrer, enfin t'as tout ce truc de gestion aussi par rapport à la complexité, je pense. Exactement. Oui, c'était exactement ça. Et après, pour Blue Spirit, il fonctionne énormément avec un logiciel qui s'appelle Simone, qui Mm. est un logiciel de gestion de production. Où justement en fait on arrivait et on se connectait au logiciel et on avait en fait la liste des décors à faire et combien de temps il y avait même une estimation de temps qu'on est censé passer dessus. Bon, après c'était toujours une estimation, Ouais. c'était assez compliqué de faire exactement le temps qui est demandé dessus, mais on va dire c'était pour que les chargés de prod puissent estimer le temps qu'on passe par séquence, etc. Et dans ces cas-là, lorsqu'on commençait un décor, en fait, on mettait de play dans le logiciel pour dire on est en train de faire ce décor-là. Et Mm. c'est ce qui permettait aux chargés de prod de pouvoir gérer tout le monde, même à distance, en fait, parce qu'on était une équipe qui était assez dispatchée. Il y en avait qui étaient à Lyon, il y en avait qui étaient à Paris. Moi, j'étais du coup vers Metz, donc forcément, c'est dur de pouvoir gérer tout le monde dispatché comme ça. Et le logiciel permettait de voir en direct, OK, donc là, telle personne est actuellement sur tel décor, elle a terminé tel décor, elle en a bientôt plus, il faut lui en rajouter, ou OK, elle en a beaucoup trop, elle prend du retard, il vaut mieux plutôt donner des plus petits décors après, plutôt que les gros Mm. décors qui prennent du temps, quoi. C'était plutôt bien géré, quoi, du coup. C'était facile de pouvoir suivre tout le monde, quoi. Ok. Et au niveau des ambiances dans cette production-là, il y a aussi pas mal de choses. Enfin, j'ai pas vu la série, j'ai vu seulement quelques images, mais j'ai l'impression que c'est le plus souvent très froid, en tout cas dans ce que j'avais vu. Oui. Et je sais pas, à quel point ça joue aussi sur ta façon de travailler. Bon, là, c'est un peu moins froid sur cette image-là, mais est-ce que c'est une ambiance particulière à travailler? Comment ça se travaille, en fait, des ambiances de neige, de froid et tout ça? Alors, c'est énormément, on va dire. En fait, oui, Blue Eye Samurai, ça se passe énormément dans la neige au moment de l'hiver. Et du coup, c'est surtout, en fait, une histoire de trouver les bons brushes. Hmm. Vraiment, pour pouvoir créer facilement et plus rapidement la texture neige, etc. Ou le côté froid. Et ça a été un peu compliqué au début sur l'épisode 1, parce que justement, on n'avait pas encore de direction artistique enfin, de vraie direction artistique et de brush établie.
Et c'est surtout au début, on fait énormément de recherches pour savoir comment on fait la neige et comment aller vite, en fait, pouvoir faire l'ambiance neige-froid assez rapidement sans trop y passer de temps. Et par exemple, pour la neige sur les montagnes, on avait carrément créé du coup un brush qui permet d'avoir cet effet un peu neige posé partout et de l'avoir rapidement et facilement dans le style de Blue Eye Samurai, quoi. Hmm. Et donc à chaque fois, par exemple, là, on avait un gros bloc 3D tout gris ici et on faisait la texture de pierre. Et après, grâce au brush, on faisait des clics un peu partout. Et c'était à nous après de gommer dedans et pour dire, bah tiens, bah là, je vais en laisser un peu là, je vais en enlever un peu là, etc. Et d'avoir ce côté neige-froid assez rapidement, en fait. Ok. Et ça, c'est le genre de choses qui parfois est fait en amont, j'imagine, et parfois se fait un peu sur le tas Oui, on fait les premiers décors parce qu'il faut commencer, et c'est là qu'on définit un peu comment on va les faire. là, c'était complètement ça. C'était Hmm. vraiment au début, on savait pas trop comment faire, donc on cherchait énormément. Et en fait, sur l'épisode 1, on a vraiment mis beaucoup de temps à trouver les bons brushes, le bon style, etc., la bonne technique. Et en fait, en plus, il y a eu un changement de directeur artistique en cours de route. Donc, le nouveau directeur artistique est arrivé et a dit, ah, moi, je voudrais finalement ça plus comme ça, la neige plus comme ça, etc. Donc, il avait carrément fallu refaire tous les décors, enfin, revenir sur tous les Hmm. décors de la moitié de l'épisode 1, on va dire, qui étaient déjà faits. Et c'est là qu'on a commencé à établir vraiment des brushes précis pour toute l'équipe. Et on a dit, voilà, pour la neige, vous utilisez tel brush, telle technique. Pour les roches, pareil, tel brush, telle technique. Même des fois, on fabriquait les textures, par exemple, de roches à plat. Et Hmm. ensuite, une fois que la texture était bien fabriquée, on la donnait à tout le monde pour que ce soit plus rapide à utiliser. En gros, on collait la texture dans le bloc 3D et après, on redessinait dedans, on changeait la couleur, etc. Mais c'est des Ok. techniques pour pouvoir être plus rapide et avoir tous le même rendu, en fait, le même style. Donc c'est vrai que ça, c'est un truc où sur les textures, j'ai pas trop d'expérience, mais là, tu parles de texturer sur de la 3D, parce que je sais qu'on peut le faire aussi sur de la 2D en faisant un bloc de base, et Oui. ensuite, on va mettre l'image en perspective correctement, et puis hop, on découpe autour, et c'est un peu comme de la 3D finalement, avec plein de petits trucs qu'on met en perspective selon l'image. Donc ça a moins été fait, c'était plus sur de la 3D. Non, il y avait un peu les deux sur la Ouais. 3D et la 2D. En fait, on l'a beaucoup fait aussi. Je pense que je peux retrouver la texture si tu veux de Blue Eye Samurai. Il Hmm. fallait pouvoir être assez rapide. Et par exemple, on avait créé une texture comme celle-ci, qui est une texture de bois, Ok. vraiment en aplat, avec quelques petits effets par-ci par-là. Et c'était à nous de pouvoir la récupérer, la coller, et juste pour avoir déjà une base en fait, déjà prête, et pouvoir gagner du temps et juste redessiner un peu par-dessus, changer la couleur avec un teint de saturation, tu sais, sur Photoshop Hmm. et tout, et gagner du temps en fait, gagner du temps et de la productivité. Et est-ce qu'il y a eu des textures réelles utilisées par endroit ou pas du tout? Non, pas du tout. Il me Ok. semble pas en tout cas. On voulait pas un rendu non plus trop photoréaliste. Hmm. Donc non, non, on avait vraiment fabriqué toutes les textures à la main et pour ensuite pouvoir les réutiliser par contre et aller plus vite. Donc c'est pour ça que les premiers épisodes étaient très longs à faire, alors que les derniers épisodes, on avait toute une banque de textures déjà prêtes, tous nos brushes déjà prêts et on a pu aller beaucoup plus vite en fait. Oui, et c'est vrai que j'ai vu juste un bout du premier, donc je sais pas trop, mais il m'a l'air d'avoir beaucoup de plans de caméra différents, etc. Donc énormément de décors à faire. Ouais, Et ça a l'air d'être, enfin, de ce que je comprends, vu qu'il y a de l'action, il y a beaucoup de décors qui s'enchaînent, mais il y a aussi des décors où ça doit être assez complexe, parce que c'est un peu des décors contemplatifs, on va dire, en quelque sorte. oui, Donc tu as aussi tout ce jeu-là entre, est-ce que des fois il y a des choses où tu sais que ça va très vite, donc, est-ce que tu es pas obligé de le pousser peut-être autant, etc. et que tu dois mettre plus d'énergie dans les plans qui vont durer 5 secondes où tu as juste ça à regarder. Enfin, ah oui, ça joue aussi complètement. dans la façon de faire. Oui, 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 Ouais. complètement. En fait, ce qui était bien aussi sur le logiciel Simone, du coup, c'est qu'on pouvait voir, quand on commençait un décor, on avait le bout de storyboard pour voir combien de temps le décor va Ouais. rester, s'il y a le personnage qui va prendre toute la caméra ou pas. Parce que des fois, on faisait des décors alors qu'en fait, au final, on les voyait pas du tout parce que le personnage prenait 90% de l'écran, en fait. Donc, dans ces cas-là, quand on le sait, on va beaucoup plus vite, quoi. Hmm. On colle les textures vite fait, mais on les retouche à peine. Enfin, on fait vraiment un décor très rapide en 1 heure parce qu'on sait que de toute façon, soit ça va être très flouté, soit on va rien voir, soit ça va passer très très vite, en fait. Ok. Donc, ouais, ça aide à savoir combien de temps on peut passer ou pas sur le décor. Et c'est vrai que moi j'ai un peu de. Enfin, je suis toujours impressionné par le côté peinture semi-réaliste comme ça, surtout sur le côté lumière et tout. Ouais. Et ça, j'imagine que toute ton expérience aussi en peinture tradi t'a aidé probablement à créer des ambiances. Ça m'a beaucoup aidé, oui, surtout à travailler comme là, par exemple, ce qu'ils appellent la perspective atmosphérique.
Ouais. où en gros ça consiste du coup à donner une perspective dans le décor, mais que grâce aux couleurs, grâce aux ambiances. Et par exemple là, du coup, avec les maisons qui sont au fond, qu'on voit, mais qui sont à peine perceptibles parce qu'elles sont mélangées dans le gris du décor, quoi, du ciel, et qui apparaissent de plus en plus. Bah, ça, du coup, je l'ai bien appris dans tout ce qui est peinture, en fait, d'apprendre en Mhm. fait de partir du fond. Oui, en fait, c'est ça la technique que j'ai appris en peinture, c'est vraiment de commencer par le fond et d'aller de plus en plus proche après dans le décor. Donc commencer par le gris du fond et ensuite de faire un petit peu petite maison là, un peu plus là, un peu plus là, etc. jusqu'à ce que ce soit de plus en plus présente et de plus en plus texturée. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en peinture parce que je partais toujours en gros sur une peinture sur une grosse base que je peignais de la couleur du fond, Mhm. comme si c'est bleu ou gris là par exemple. Et ensuite, je dessinais, je peignais avec les premiers éléments en gardant sur mon pinceau, on va dire, la couleur du fond pour que ça se mélange bien. Et ensuite, je peignais de plus en plus contrasté et texturé jusqu'au premier plan. Et ça, c'est une technique que j'ai gardée du coup dans mes décors, quoi. D'accord. Et par rapport à la peinture, enfin à la perspective atmosphérique, Mm. en numérique, tu peux faire un peu comme tu veux. Donc, est-ce que tu peins d'abord la maison un peu plus contrastée et ensuite tu rajoutes un calque brume, on va dire? Ou est-ce que tu fais cette couleur directement avec la brume? Donc, tu peins directement désaturé. En général, sur le numérique, oui, effectivement, je peins la maison en plus contrasté quand même. Hmm. Et ensuite, je mets un calque brume, effectivement. Mais je garde quand même toujours en tête comme elle est au fond, je fais des couleurs assez claires, pas trop contrastées. Et surtout, je mets pas trop de détails dans la texture, quoi. Et après, en général, oui, je l'écrase un peu plus grâce à un calque brume que je mets Hmm. par-dessus de la couleur du fond, quoi. Donc, j'imagine que c'est la bonne façon, enfin, dans l'idéal d'apprendre où tu as déjà toutes les contraintes du physique, comment je mélange mes couleurs pour avoir tel truc et tout, ça c'est un peu encore un peu mystérieux de mon côté parce que j'ai déjà essayé et c'est tellement ça m'a l'air tellement compliqué. C'est compliqué. Et ouais, c'est ça et là je me dis que tu maîtrises déjà le physique donc à ce moment-là le numérique ça doit être pas non plus super facile mais ça doit un peu rouler comme ça quoi de ton côté. Alors, je dis pas non, oui, effectivement, c'est pas non plus super facile, mais c'est vrai que oui, ça m'aide en fait à avoir un mécanisme déjà en fait à faire les choses mécaniquement sans trop y réfléchir, parce que effectivement, j'ai déjà appris tout ça rien que sur le physique où bah on n'a pas le contrôle Z, donc on est Hmm. obligé de vraiment bien connaître les techniques et tout, alors que sur un numérique, effectivement, c'est plus simple parce que c'est très facile de retoucher à coup de calque ou à coup de contrôle Z, quoi. Bah c'est ça, c'est Mais surtout les couches moi qui m'impressionnent ouais. dans des peintures physiques où tu te dis tout est fait sur une seule surface et ce qui au fond ben c'est pas fini mais c'est plus difficile à gérer etc quoi. Oui, Surtout ça ouais, quoi. ouais, oui, oui, c'est beaucoup plus compliqué, oui. Mais effectivement, je pense que ça aide beaucoup. Après, bon, c'est pas, je dis pas non plus que maintenant je suis hyper à l'aise et que j'ai plus rien à apprendre, quoi. Loin de là, Hmm. très loin de là. J'ai énormément appris sur Blue Eye Samurai aussi, même pour les gestions d'ambiance et tout. Même si j'avais déjà un côté peinture avant, j'ai quand même encore appris énormément de choses sur de faire les textures, etc. et pouvoir mieux gérer le regard, surtout mieux gérer mieux apporter le regard à un endroit précis. Blue Eye Samurai m'a énormément aidé là-dessus, parce que j'avais Hmm. encore tendance à faire, comme j'aime bien faire les décors détaillés, j'avais encore tendance, même avant Blue Eye Samurai, à faire des décors qui étaient trop détaillés, trop de détails partout. Et du coup, par exemple, bon, ça c'est mes derniers décors, mais en gros, j'avais du mal à emmener ouais, à emmener l'œil sur des endroits précis. Et ça, Blue Eye Samurai m'a vraiment apporté ce regard-là de pouvoir guider l'œil et ne pas mettre trop de détails partout, ne pas Hmm. me perdre trop en fait. Et oui, c'est encore des choses que j'apprends encore aujourd'hui, quoi. Même peinture ou pas peinture, quoi. Ça, ouais, le numérique apporte aussi énormément là-dessus parce que tu apprends aussi plus vite, je trouve. Hmm. Bah c'est vrai que moi c'est justement la souplesse du numérique qui même si j'ai envie de faire aussi du tradi je me dis bah c'est tellement mon idée elle peut tellement aller plus vite Hmm. sur du numérique que j'ai tendance à pas le faire autrement quoi. Ouais, Mais mais bon. c'est normal. C'est normal. Enfin, même moi, hein, quand je veux faire un décor, j'ai plus tendance à le faire aussi maintenant numériquement Hmm. que sur une toile, quoi. Parce que bon, maintenant, je suis plus à l'aise aussi, on va dire. Enfin, plus à l'aise, non, c'est pas vrai, mais j'ai plus l'habitude. Voilà, plus Hmm. l'habitude de faire mes décors maintenant numériquement parce que bah, c'est mon travail quotidien, quoi. Donc forcément, instinctivement, si j'ai envie de faire un décor, je vais plus y aller sur tablette graphique que sur une toile maintenant. Même si je Ouais. garde toujours le côté peinture un peu pour le plaisir, quoi.
Et sur l'image que tu as mis avant, tu étais en valeur de gris. Est-ce Oui. que tu travailles souvent comme ça? Est-ce que ça... Enfin, est-ce que tu peux parler un petit peu du fait que ça peut aider, etc. Parce que souvent, on a le réflexe de peindre directement en couleur. Et je trouve que pour apprendre, faire du noir et blanc, même se cantonner au noir et blanc, c'est un truc qui peut être assez bien, au moins en partie, quoi. Alors ça, en fait, c'est moi qui ai essayé de m'entraîner dernièrement justement à plus travailler en niveau de gris, noir et blanc, etc. et à travailler mon trait et ma composition d'image Mm. parce que jusqu'ici, je faisais que de la couleur. Et comme là, bon, j'ai eu un peu plus de temps après Blue Eye Samurai pour travailler de mon côté. J'ai essayé d'apprendre et de me former un peu plus sur justement le trait et le noir et blanc parce que bah, en fait, c'est justement ça aide à choisir où on veut attirer le regard en fait. En noir et blanc, Mm. c'est plus facile qu'en couleur de gérer la composition et de gérer l'endroit où tu veux que le regard du spectateur se pose. Et là, par exemple, ça aide énormément parce que ça permet en fait, déjà, ça rend aussi le décor plus lisible qu'un décor au trait comme celui des cités d'or de tout à l'heure. Voilà. Oui, où t'as pas de hiérarchisation des choses. Voilà, où là, l'œil, il se promène partout, en fait. Il y a des détails partout, donc il regarde tout, mais il se perd, en fait, dans le décor. Alors que quand il y a un niveau de gris, l'œil se perd beaucoup moins et il emmène directement au centre, enfin, là où tu veux qu'il soit, en fait, dans l'image, quoi. Et après, il choisit de se perdre un peu plus et de regarder le reste du décor. Et c'est ce qui aide en noir et blanc et c'est ce qui permet aussi, d'avoir une bonne balance aussi au niveau des niveaux de gris, donc de là où tu mets du blanc, là où tu mets du noir, là où tu mets Mm. du gris. C'est parce que si en fait, oui, ça aidera énormément pour la mise en couleur après, parce que si la balance n'est pas équilibrée, en fait, ça va donner justement un problème après au niveau de la mise en couleur, parce qu'il faut toujours en fait, il faut pas qu'il y ait autant de blanc, autant de gris et autant de noir Mm. dans un décor. Il faut que ce soit toujours à peu près enfin, un peu soit de blanc ou de noir ou de gris, moyen, on va dire enfin, on va dire un peu de blanc, moyen de gris, beaucoup de noir, par exemple, ou Mm. un peu de noir, moyen de blanc, beaucoup de gris. Mais c'est pas, ça doit pas être 50, enfin, ça doit pas être 30, 30, 30, quoi. Ça doit Mm. être, on va dire 10, 40, 50. Ouais. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Ouais, je vois, je vois. Et j'ai deux questions au niveau des couleurs, parce que justement, les valeurs de gris permettent de se concentrer que sur la valeur et pas sur la teinte et la... Enfin, que sur la luminosité quelque part et pas sur la teinte et la saturation. Ouais, Et il y a un truc que j'ai mis du temps à comprendre, moi, c'était le fait que des couleurs différentes pouvaient avoir la même valeur. Et vraiment, oui, quand je débutais, c'était un truc où je partais sur des couleurs tout de suite, en fait. Et j'avais pas ce côté de est-ce que mon bleu, il est pas trop saturé par rapport à mon rouge, alors que si je les mettais à la même saturation, bah, ils allaient se mélanger mieux, etc. Et c'est un truc qui est pas facile, je trouve, à comprendre. Et je sais pas si t'as un peu des trucs à dire là-dessus. Bah alors même moi, je l'ai pas, j'ai mis du temps à le comprendre ça, même Hmm. en faisant une prépa couleur, etc. Et ça, par contre, le numérique aide vachement parce qu'en fait, à chaque fois que je termine un décor, une mise en couleur, avant de me dire il est terminé, j'ajoute un contrôle saturation au-dessus et je le passe en niveau de gris. Même la mise en couleur, je passe complètement en niveau de gris Hmm. et ça permet de voir justement s'il y a des endroits, il n'y a pas des choses qui se mélangent trop, si par exemple là, c'est pas un peu trop à plat ou qu'on perd les détails ou quoi que ce soit. Et ça, c'est que en niveau de gris qu'on peut le voir, parce que comme tu dis, les couleurs, comme on se Ça dit, c'est des fausse. couleurs différentes, ah, ça fausse complètement. Ouais. Et de passer le décor en niveau de gris, ça permet de voir que bah, il y a des endroits où c'est pas lisible, où il y a des lumières qui sont un peu trop présentes partout, quand il y a des éléments qui sortent un peu trop à certains endroits alors qu'ils ne devraient pas. Ça aide énormément en fait. Et moi maintenant, j'ai appris à le faire tout le temps. Dès que je finis un décor, Hmm. je passe en niveau de gris le décor et je le mets en petit, parce qu'aussi, petite vignette, ça permet aussi d'avoir du recul du coup sur le décor et de voir si en vignette, il fonctionne bien en fait déjà. Ouais. Oui, parce que là, par exemple, sur tout ce qu'il y a autour de la partie principale, ça reste assez plat. T'as pas mis de Oui, gros contrastes. Et donc, il y a aussi la question du blanc complet, noir complet. oui, Et c'est moi des fois je les utilise pour me dire allez là je vais à fond dans le truc, mais souvent j'ai l'impression qu'il vaut mieux ne pas en avoir ou l'atténuer et qu'on a trop tendance à aller sur l'extrême blanc, l'extrême noir et que ça oui. peut un peu forcer quelque chose dans l'image. Complètement. Bah, de toute façon, dans les mises en couleur, on nous dit toujours qu'il ne faut jamais utiliser. Alors là, bon, là, c'est un peu fort, c'est un mauvais exemple. Mais il faut jamais utiliser du noir très très noir et du Ouais, blanc très très blanc. Il faut toujours avoir une légère teinte jaune ou le noir, un côté un peu bleu ou marron, quoi que ce soit, mais jamais des contrastes trop forts, sauf si des fois il y a des prods ou par exemple du cartoon ou quoi que ce soit où c'est voulu, le style très très contrasté. Mais de manière générale, il faut pas avoir des blancs ou des noirs trop trop forts ou très peu.
Hmm. dans les endroits où vraiment comment dire, c'est volontaire pour attirer l'œil à cet endroit-là, quoi. Mais sinon, de manière générale, effectivement, il faut pas mettre trop de blanc trop fort ou de noir trop fort. Ouais. Et il y a aussi un truc que j'ai appris, on va dire, assez récemment, le côté mélange de couleurs au sein d'une même valeur, qu'on peut mettre, enfin, que on peut se dire il y a une source de lumière et qu'en fait ça va créer une très légère teinte rose sur certaines parties ou rajouter du bleu dans un endroit où tu instinctivement t'as pas envie de mettre de bleu et pourtant t'en mets et ça rajoute un gros truc avec des touches de violet aussi. Souvent ça peut raviver des choses pas mal dans les ombres. Et Ouais. ça, c'est pareil, j'ai vu des vidéos qui montraient, voilà, si vous prenez un truc avec la même saturation, ça peut se mélanger assez bien et tout. Et j'avais vraiment un peu ce réflexe de, ben, l'herbe, c'est vert, le bois, c'est marron, et puis un peu ce truc-là de pas jouer avec les couleurs, quoi. Est-ce que t'avais eu aussi ça, peut-être au début ou quoi? Oui, je pense qu'on l'a tous au début. Ouais. C'est quelque chose qu'on... Là, bah ça aussi, c'est quelque chose que j'ai énormément... Je l'avais déjà un peu de base, mais que je l'ai énormément appris aussi sur Blue Eye Samurai. Par exemple, ça, c'est du coup une illustration que j'ai faite pour moi-même Mhm. après Blue Eye Samurai. Et du coup, j'avais appris à faire les textures de bois, etc. Et justement, comme tu dis, à rajouter des petites touches de contraste, comme par exemple une espèce de jaune orangé hein, qui sort pas mal et tout, pour apporter en fait des petits détails ou même de rajouter plus des côtés plus bleus dans les ombres. C'est exactement ce que tu dis en fait. C'est des trucs que de base, j'aurais pas fait. J'aurais fait le bois juste bah, marron et puis c'est tout. Ouais. Et c'est des trucs que j'ai appris aussi en partie sur Blue Eye Samurai où il faut ajouter. Là, pareil, je me souviens que j'avais mis un peu de bleu dans le bois, alors que pareil, comme tu dis, on sait pas la texture, enfin c'est pas la couleur que j'aurais mis de base. Et c'est ce qui apporte, on va dire aussi des côtés un peu une variété en fait dans un comment on dit ça, des couleurs qui vibrent. Voilà, une Mhm. vibration dans les couleurs et dans les décors. Et c'est ce qui permet en fait de donner vie et de pas avoir un côté trop plat aussi. C'est ce qu'ils font énormément aussi dans les décors de Ghibli, quand je les ai étudiés dans ouais, des films Ghibli. Ils mettent beaucoup aussi des effets un peu bleus ou choses comme ça dans les décors enfin, en fait, ils donnent beaucoup de vibrations à tout. Et c'est ce qui donne les couleurs aussi vivantes, en fait, hein, le décor aussi vivant. Et c'est quelque chose aussi, ouais, qu'on ne fait pas naturellement au début et qu'il faut apprendre à faire, en fait. Mhm. Oui, surtout que ça vient avec, comme tu dis, aussi l'analyse de choses qui existent, même en photo, enfin, ça, parce que ces trucs-là sont réels, c'est vraiment, il va y avoir des reflets roses dans des endroits inattendus, des trucs comme ça. Ouais. Et donc, quand tu dis que tu analyses les décors Ghibli, c'est, tu prends l'image et tu vas, avec la pipette, faire une palette de couleurs de qu'est-ce qu'ils font, etc. Ou comment tu analyses une, une En image? vrai, ça, c'est une bonne technique aussi de faire la pipette pour prendre et tout. En fait, moi, ce que je faisais, je regarde énormément, j'essaye de le reproduire, oui, je Hmm. prends un des décors que j'aime beaucoup et j'essaye de le faire sans pipette pour justement essayer de moi-même aller Ouais. chercher et retrouver les couleurs, mais sans tricher, tu sais, sans que ce soit trop facile. Même si en vrai, ça aide bien aussi de voir en pipant, de dire, ah, mais là, en fait, c'est pas, on a l'impression que c'est du bleu, mais en fait, il a un côté assez rose et tout. Hmm. Mais moi, j'essaye ouais, principalement de chercher moi-même. Il y a même eu un décor qui m'a en vrai m'a beaucoup appris. Bah, on le voit un petit peu derrière, que j'ai carrément refait à la peinture en fait, complètement, Ouais. qui est là-bas. Et où là, ça m'a énormément appris aussi à voir comment ils gèrent. C'est un décor du coup de Porco Rosso. Et comme je l'ai carrément refait traditionnellement, j'ai pu voir vraiment, j'ai vraiment dû chercher moi-même sur ma palette pour comment ils arrivent à avoir telle texture, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah, dans les cailloux qu'ils faisaient, par exemple, il y avait du bleu, alors que j'aurais Hmm. pas mis de bleu de base, ou que ils arrivaient à mettre des couleurs très vives, très fortes, mais qu'à un endroit précis, là où ils veulent que l'œil aille, en fait. Et que quand je peignais le reste du décor, je disais, mais en fait, oui, ils ont vraiment mis un rose pétant sur le toit de la petite maison et pas sur tout le reste. Et c'est ce qui Hmm. fait que bah, l'œil arrive à aller direct vers la maison. Et ça, rien que ça m'a énormément aidé aussi. Après, bon, je dis pas qu'il faut refaire à la peinture chaque décor qu'on étudie, Ouais. évidemment. Mais en tout cas, moi, j'aime bien faire la peinture, ça m'a énormément aidé aussi à comprendre leur façon de faire. Mais c'est très très bien aussi de prendre un décor juste sur tablette et d'essayer de le recopier, mais en cherchant Hmm. soi-même les couleurs et en disant, mais comment il a réussi à avoir cette texture-là? Et en essayant oui, de rajouter des couleurs, de voir les coups de pinceau, de voir à quels endroits ils ont mis un peu de bleu alors qu'on s'y attend pas. Ça aide énormément aussi. Et est-ce que dans ton portfolio, tu as des images de foot de rue qui ont un côté un peu différent? Alors, j'en ai pas malheureusement. Foot de rue, j'y ai bossé que pendant 3 mois. En fait, j'étais Ok. en renfort et j'en ai pas fait énormément. Mais je sais que c'est pareil, c'était que de la mise en couleur aussi. Ah, d'accord.
Et j'avais déjà les décors très faits aussi, mais c'était assez, c'était beaucoup de reprendre. En fait, j'arrivais en fin de production, donc il y avait déjà plein de décors qui étaient déjà faits. Mhm. Et il fallait beaucoup juste que je reprenne des choses déjà faites dans certains décors et que je complète, on va dire, les derniers décors qui restaient à faire, quoi. C'était vraiment ce qu'on appelle du renfort, donc juste compléter l'équipe pour terminer dans les temps, quoi. Ok. Et peut-être qu'on peut faire une petite partie sur justement comment apprendre à faire ça. Est-ce que tu as des conseils, des façons de faire un petit peu qui t'aident aussi dans ton entraînement? Parce qu'il faut préciser aussi que bah, ça s'arrête jamais et que Ah oui. tu continues de t'entraîner, etc. Parce que c'est jamais fini. Voilà. Est-ce qu'il y a des exercices un peu que tu trouves les plus chouettes ou quoi? Alors, effectivement, il y a tout le temps des exercices à faire. Moi, ce que j'essaye en ce moment, du coup, je fais justement des études de photo, en fait, Mhm. où je prends, là, par exemple, c'est des études de photo que j'ai fait, je me donne un temps précis. Donc là, c'était environ 1 heure par image. Je prends une photo et pareil, sans piper ni rien, j'essaye de retrouver les couleurs, de retrouver l'ambiance, mais sans, là où moi j'ai du mal, c'est que j'ai tendance à trop partir dans les détails. Ouais. Et justement, pour pouvoir bien apprendre, il faut pas partir direct dans les détails. En fait, il faut essayer d'aller à l'essentiel et de retrouver l'ambiance qu'on veut, mais sans trop se perdre. Parce que si on commence à trop se perdre partout et tout, on perd aussi Enfin, moi, là, c'était justement la recherche de composition et d'ambiance à travailler. Et comme je sais que moi, je pars trop dans les détails toujours, j'essaye justement d'aller plus à l'essentiel. Et donc, j'essaie de faire ça régulièrement, une fois de temps en temps, où je me dis, OK, là, je me mets un timing d'1 heure, je prends une photo qui me plaît, où j'aime bien l'ambiance, etc. Et j'essaye de reproduire, mais en allant à l'essentiel, quoi. Mhm. Donc ça, c'est un exercice pour la couleur, surtout la couleur et la composition. Mais on peut faire ça aussi. J'avais fait aussi un exercice un petit peu avec des niveaux de gris plutôt. Ouais. Où voilà. Pareil, là, je me donnais carrément 30 minutes. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu moins joli, mais où j'essaye vraiment d'aller à l'essentiel. Et À de, partir de photos aussi de ce côté-là. là, je faisais à partir de photos aussi, ouais. Et pareil, c'est des petits exercices comme ça où je me mets un timing et je me dis, bah, tiens, cette photo-là, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la composition. Là, je mets ces 30 minutes et il fallait que je retrouve un peu la compo et les niveaux de gris qui font que on retrouve à peu près la même ambiance que la photo, quoi. Tu pars de la photo en couleur ou alors tu la passes en noir et blanc et tu reproduis les niveaux de gris? Là, je partais en couleur et c'était à moi d'essayer de. Ouais, donc c'est un truc en plus dans l'exercice. Oui, c'est vrai, Et c'est vrai. après, tu passes la photo. Enfin, peut-être que tu l'as pas fait, mais on peut passer la photo couleur en noir et blanc et Oui, se dire, ah bah en complètement. fait là, mon contraste, il a pas marché, etc. quoi. Exactement. La Oui, surprise de c'est fin un un peu. bon moyen. Ouais. Oui, oui, complètement. C'est un bon moyen justement après de voir ouais, si tu as bien réussi, si tu as bien mis les blancs là où il fallait, si t'as pas mis des noirs trop forts, etc. Ça aide énormément. Moi, je sais que c'est là-dessus qu'il faut que je travaille, c'est ma composition d'image et ma perspective, où j'ai encore un peu des lacunes, quoi. Hmm. Et dans ces cas-là, je fais des petits exercices comme ça. J'essaye aussi j'essaye un peu plus, par exemple, pour ce décor-là, de poser ma perce avant de partir, parce que j'avais tendance à partir trop vite en couleur, parce que c'est là où je suis à l'aise. Et du coup, bah, ça faisait que des fois, la perce ne marchait pas trop. Par exemple, je sais que sur Blue Eye Samurai, il y avait un décor où vraiment là, ma perspective n'allait pas. Bon, malheureusement, on a vu mes défauts. C'était cela, c'était cette ambiance-là. Il fallait poser du coup les ombres Hmm. des arbres dans une perspective très précise, qui est du coup avec un point de fuite qui était à peu près par là, là. Hmm. Et je n'avais pas posé la perspective, j'étais partie en couleur directe. Et donc premier résultat, les ombres, on a l'impression qu'elles flottaient en fait, elles matchaient pas avec le sol. Et c'est là où le chef décorateur m'a dit, bah attention, là, il y a des lacunes en perspective. Et je le savais, hein. Ouais. Mais c'est ce qui m'a fait aussi prendre conscience qu'en fait, du coup, là, il m'a bien montré comment faire. Il a posé une grille de perspective sur le sol en suivant un peu les collines. Parce que le problème aussi, c'est que le sol, c'était que de la neige. Donc, j'avais pas trop au début en plus, c'était que un truc gris 3D. J'avais Hmm. zéro, Repère vraiment précis, quoi. repère, voilà, c'est ça. Et donc c'est lui qui m'a appris à poser mes repères et à poser vraiment la perspective, donc la grille de perce, avant de dessiner et de passer sur la mise en couleur, pour qu'ensuite les ombres des arbres puissent bien suivre la perspective, quoi. Et du coup, j'essaye du coup de faire des exercices maintenant aussi où je fais ça maintenant. Avant de passer la mise en couleur, je pose une grille de perce, je me dis, OK, où est situé le point de perce? Même quand j'étudie une photo, je me dis où est situé le point de perspective Hmm. et je me force à le faire maintenant avant de faire la mise en couleur. Donc je dirais, oui, mon principal conseil, c'est ça, c'est de repérer
là où on a le plus de lacunes et de les travailler, en fait, de pas rester trop dans sa zone de confort. Moi, c'était la couleur. Et de plus faire des exercices quotidiennement sur là où on a des lacunes. Donc, moi, c'est la perspective et la composition. Mais si c'est la couleur, ça peut être aussi, bah, comme je disais, de prendre même pas forcément des photos, juste des décors ou des concept art d'artistes qu'on aime et de les reproduire pour essayer de voir pourquoi on les aime, en fait, Mm. comment ils font telle ou telle texture, telle ou telle ambiance et qu'est-ce qui fait que nous, c'est ce qui nous parle, en fait, de les étudier et de les reproduire parce que ça permet de comprendre énormément de choses. Et là, par exemple, les textures pour les arbres, c'est vraiment à la main, quoi. C'est tu vas tracer chaque chose et tout ça. Y a pas, ou alors t'as fait aussi une texture à plat. Pareil, on avait aussi une texture à plat. On avait fait des textures à plat de troncs de. Donc là, ah oui, il fallait faire attention aussi parce que des fois c'était du chêne, des fois c'était du pin. Donc rien que ça aussi. Ouais. Là, bon, je sais qu'on avait fait une forêt de chênes et en fait, le directeur artistique nous a repris et dit attention, c'est pas des chênes, c'est des pins. Donc on avait des textures aussi pour chaque arbre différent, même si, par exemple, sur toute la série, on savait qu'il y avait quasiment que du chêne et des pins. Donc on Mm. avait deux textures à plat, du chêne et du pin et on les collait dans les éléments 3D et après on redessinait par-dessus pour donner les ombres, les lumières, on redessinait la neige, la texture de neige avec les brushes qu'on avait déjà fait de base et ça permettait aussi bah, d'aller plus vite, quoi. Ouais. Et ça, j'imagine, parce que le côté exercice de couleur, de composition, etc., c'est, je pense, ou en tout cas, c'est en complément de apprendre le dessin si on l'a pas Ah oui, encore bien sûr. appris bien. Et parce que là, je le précise, puisqu'il y a à la fois des gens qui sont en études, des gens qui sont déjà pros et des gens qui débutent complètement. Je trouve que même en débutant, c'est bien de prendre des photos, des images qu'on aime et Ah oui, tout, et de oui. les décortiquer. C'est sûr que ça va beaucoup aider. Et il faut aussi, ben, juste faire du dessin, aussi d'observation du réel, parce que là, on parle d'après-photo. Mais je pense que c'est parce qu'on a assez d'observation du réel pour comprendre aussi la perspective et le volume dans les photos. Alors qu'au début, ça, on n'a pas. Donc, Mm. vraiment mixer le tout, quoi. Ah oui, mais il faut partir, oui, de base déjà apprendre la perspective, que ce soit la perspective, comme je disais, avec la grille ou la perspective atmosphérique, c'est des choses qu'on peut pas comprendre dès le début, c'est normal. Mm. Et dans ce cas-là, il faut pas hésiter aussi à regarder même des vidéos ou suivre des cours, évidemment, pour avoir vraiment une notion de base, perspective, comment faire telle ambiance, quelle couleur mettre dans les ombres pour donner un côté froid ou donner un côté chaud. Ça, c'est des choses qui, évidemment, s'apprennent au début. Et une fois qu'on a les notions de base, énormément, enfin, c'est que de l'observation. C'est le cas pour soit les personnages ou les décors, c'est beaucoup d'observation du réel, en fait. Donc, ça Mm. peut être d'après photo, mais ça peut être, on prend un carnet et on sort, on étudie un petit peu, on va dans une forêt ou une maison qu'on aime bien et on regarde pourquoi on l'aime bien, quelles sont les formes qu'elle a, les couleurs qu'elle a. Enfin, on progresse enfin, beaucoup grâce à ça, quoi. Faut toujours observer, en fait, ce qui nous entoure. Mm. Ouais, c'est ça, c'est un peu le classique. Et comme on disait, bah, ça, c'est à vie. Donc, il faut, il faut le Oui, faire tout le temps, etc. Et on complètement. peut travailler sur des productions super chouettes et tout, et quand même se dire que bah, il faut qu'on apprenne des tas de trucs. Enfin, voilà. Je pense que je connais personne qui se dit, voilà, c'est bon, Non, c'est pas je possible. sais faire, c'est bon. C'est pas possible. On a toujours des choses à apprendre. Enfin, moi, je sais que du coup, après Bois et Samouraï, je savais qu'il fallait que, par exemple, voilà, je travaille la perce et tout, et c'est pour ça que je fais mes exercices ou d'après photo où j'étudie, etc. Mais oui, faut toujours, enfin, c'est la clé aussi de, ouais, la clé du succès. Non, on va se Mm. calmer, mais c'est la La clé pour clé de toujours progresser. l'apprentissage, du progrès, Oui, voilà. etc. C'est plus ça, La- quoi. C'est ça, c'est de continuer tout le temps, de toujours continuer à dessiner et à observer. Par exemple, là, tu vois, c'est ce qu'on disait avec que tu disais les touches de couleur à ajouter dans le bois ou dans les endroits qu'on pensait pas. Là, je sais que c'est mon directeur artistique, mon chef décorateur, qui m'avait dit, bah là, tu vois, ton bois, il était trop plat, et c'est lui qui m'a fait rajouter des petits bleus là, pour Mhm. donner un petit côté reflet, et les petites taches jaunes un peu là, qu'il Ouais. a baissé en saturité, oui, ça, pour donner un côté un peu plus aussi authentique, un peu plus vieillot au bois aussi. C'est des petites touches comme ça qui changent tout, en fait. Oui, c'est vraiment très discret et ça, on le remarque pas forcément, même en observant des photos, faut vraiment se dire, enfin, être très pragmatique en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans Ouais, l'image pour de vrai, quoi. ouais, Et pas se exactement. dire, bon, ça doit être ça, ça doit être ce trait-là, etc. Non. Il y a Ouais, souvent des trucs qu'on pense pas du tout et en fait, c'est là et c'est ça qui va faire toute la profondeur c'est de ce qui l'image. donne vie, en fait. Hmm. Ouais, c'est ce qui donne vie aux textures. Est-ce que tu as, je sais pas, quelque chose en particulier où tu t'es formé, même en perso? Est-ce qu'il y a, j'en sais rien, une vidéo, un cours en ligne, quelque chose qui te semble vraiment, vraiment chouette pour apprendre, même s'il y en a des tonnes évidemment et qu'on se rappelle pas de tout. Mais... Il y en a des tonnes, effectivement. Après, bah, moi, c'est surtout, oui, je suis énormément d'artistes il y en a qui font des vidéos sur YouTube, tout ça. Moi, je crois, que c'est G Stuff Design, un truc comme ça.
Il y a aussi les gens Mhm. comme Nathan Fox, qui est un Ouais, ancien de DreamWorks, tout ça, qui lui en plus faisait les décors à la peinture au tout début. Donc évidemment, il a enfin, je suis très très admirative de son travail, quoi. Et il fait des vidéos où il montre comment justement il arrive à garder ce côté peinture mhm. en numérique. Et ça, c'est des choses que moi, qui me parlent beaucoup, donc je suis énormément ça. Après, oui, enfin, c'est plein d'artistes en vrai que je suis en général, mais oui, en vrai, il faut pas hésiter à continuer à aller voir des tutos et tout. YouTube, pour ça, c'est vraiment génial. Il y a énormément de choses. Il y a aussi des cours évidemment plus professionnels. Moi, j'avais fait aussi un stage avec un ancien DreamWorks, mais où du coup, justement, il m'avait plus appris la composition d'images au crayon de papier. Donc là, Ok. pour vraiment revenir au traditionnel. Et j'avais fait un stage intensif en fait de 4 jours. Et en vrai, ça aide beaucoup, quoi, de faire ça de temps en temps. Je l'avais fait justement, c'est en pleine production de Blue Eye Samurai, où il y avait eu des jours fériés, et j'avais pris 4 jours où vraiment j'étais passé 4 jours avec lui, donc on était 6 élèves, un truc comme ça, Mhm. sur place à Paris, et où là, il m'a appris un peu plus à faire la composition d'images et tout, justement les niveaux de gris, etc., pour avoir des trucs plus pertinents et qui fonctionnent mieux. Et bah, ça aide beaucoup aussi. S'il y a moyen de le faire s'il y en a qui sont sur Paris, il y a énormément de choses comme ça, de stages intensifs ou quoi que ce soit, Ouais, qui, qui valent le coup, qui valent vraiment le coup. ok. D'ailleurs, je crois que l'école s'appelle Beaux-Arts Entertainment et eux, Oui, ça me dit quelque chose, ouais. ils ont énormément d'intervenants professionnels comme ça, d'anciens de DreamWorks ou de Disney, quoi que ce soit, qui proposent des stages ou des cours le lundi soir, par exemple, pendant quatre Mhm. mois. Et ça aide énormément. Bon, évidemment, il faut pouvoir se permettre, mais c'est un bon gros plus. Moi, je sais que ça m'a apporté, en tout cas. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu toujours le même truc. Avoir un cours avec quelqu'un qui connaît vraiment, c'est très condensé, on a pas mal d'infos et il peut y avoir le déclic sur le coup. Ouais, Et en soi, il n'y a pas vraiment de secret par rapport à comment faire des belles images et des belles peintures. Donc tout se trouve aussi en ligne, c'est juste que c'est beaucoup plus éparpillé et ça prend plus de temps pour trouver le beau conseil au bout de 6 mois de recherche, oui, un peu par hasard, quoi. Alors que s'il y a quelqu'un qui sait vraiment cibler le truc, bah, c'est toujours mieux. oui. Et puis, c'est toujours aussi plus dirigé sur ce qu'on a besoin, en fait, parce que la Ouais. personne voit ton travail et du coup, elle peut être capable de dire, bah là, tu vois, il faut que tu retouches plutôt ça, tout ça, que tu travailles plus ça. Bon, là-dessus, la prod aide énormément aussi. Parce que du coup, par exemple, sur Blue Eye Samurai, mon chef décorateur m'a dit, bah là, tu vois, t'as des problèmes un peu plus en perspective ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, c'est moi qui suis après allé chercher des cours principalement sur la perspective ou quoi que ce soit. Donc, oui, c'est bien aussi d'avoir toujours un regard extérieur, en fait. Mm. Même si c'est des profs, évidemment, c'est mieux. Mais même si on n'a pas la capacité d'avoir des professeurs à côté ou quoi que ce soit, ne pas hésiter à avoir des communautés, des serveurs, des choses. Il y a beaucoup de serveurs Discord ou quoi que ce soit, de groupes d'artistes, même sur Facebook, et de présenter son travail, ne pas avoir peur de ça, pour que ensuite les gens qui ont un regard complètement extérieur à nous pourront voir tout de suite en fait s'il y a quelque chose qui pêche ou quoi que ce soit. Mm. Ils pourront dire bah là, je trouve cette zone-là un peu bizarre ou quoi que ce soit, et ça aide beaucoup aussi. J'ai appris ça moi aussi à apprendre un peu plus à oser montrer ses décors, même les décors pas finis, même si on Ouais. dit ouais il est pas très beau, parce que ça aide énormément d'avoir quelqu'un d'extérieur qui peut te dire si lui, enfin ce qu'il ressent au niveau du décor, s'il trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas ou qui le gêne. Par exemple moi je sais que mon conjoint qui est pas du tout dans le milieu ou quoi que ce soit, même si il peut pas forcément me dire exactement pourquoi ça le gêne ou pas parce qu'il a pas les termes Mm. techniques, il le voit quand même. En fait, il me dit bah là je sais pas, je trouve cette zone-là bizarre, je sais pas pourquoi, et ça aide en fait à vraiment cibler les endroits à retoucher et à retravailler en fait. C'est ça. Bon, j'ai même pas besoin de demander pour un dernier conseil et tout. On a tout condensé là. Ben Donc voilà. c'est nickel. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et si jamais un jour, je sais pas, tu veux faire une sorte de petite démo, un truc, ce serait avec plaisir aussi. N'hésite pas. Ouais, pas de souci avec plaisir. Merci beaucoup. Je t'en prie.